Tous les unités, soyez prêts. 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3, shoot. Wow. Et là, on a des images de personnes lambda qui se promènent à Tel Aviv en train de faire leur petite fripe avec leur gun, qui se promènent avec leur bébé, avec leur gun. Nous sommes un peuple de super-héros, ça c'est le riche. Dans chacun de nous se cache toujours un soldat. J'ai des amis qui ont des enfants là-bas à l'école maternelle, ils font des tanks en rouleau de PQ. Là vous voyez la maison du Hetzel House avec leur logo. D'accord. Et la milice sioniste dite de droite, donc plutôt d'extrême droite on va dire, c'était une base de fans de Mussolini par exemple. Ah oui, Et d'accord. ils sont responsables de nombreux massacres. Et donc leur musée est installé à l'intérieur d'une maison d'une famille palestinienne, Putain. en plein cœur de Tel Aviv. Donc Nadav, on te reçoit ce soir pour parler de la société israélienne. Donc toi, tu es membre de Tzedek, un collectif juif décolonial contre le racisme d'État en France, pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine. C'est un collectif qui a été fondé en 2023, il me semble, qui est Ouais, assez c'est jeune. ça. Ouais, ça va faire 3 ans là. Fondé en juin 2023 pour les 10 ans de la mort de Clément Méry. Au départ avec plusieurs militants, soit de l'UJFP, soit des milieux antiracistes politiques, soit d'aucun background politique. Donc avec la volonté d'avoir cet espace politique entre juifs français pour se prononcer et militer sur les questions que tu as citées tout à l'heure et qui sont sur le manifeste. On est quelques Israéliens à habiter en France et donc à militer chez Tzedek. Mon parcours est particulier par rapport aux autres militants de Tzedek, sachant que je suis né en Israël, j'ai grandi en Israël et en France. J'ai fait un peu des allers-retours. Et j'habite en France en continu depuis mes 18 ans. Un peu comme tout Israélien, et maintenant j'ai un peu envie de dire un peu comme tout juif par défaut. J'étais sioniste par défaut. Enfin, j'ai eu une éducation qui normalisait en tout cas le sionisme. Et jusqu'à très tard, jusqu'à mes 25-26 ans, c'était une question que je me posais pas, même si je baignais dans l'espace israélien avec ma famille, mes proches, etc. J'étais un sioniste, ce qu'on appelle un sioniste de gauche, ou quelqu'un qui disait oh, c'est compliqué, il y a des bons et des mauvais de chaque côté. Ça, je me rappelle, je le disais souvent, ça m'arrangeait bien. C'est que bien tardivement, par rapport à d'autres camarades, que j'ai été politisé sur cette question-là, et aussi sur d'autres, et du coup que j'ai commencé à militer sur le tard chez Tzedek. Donc en fait, avant Tzedek, je suis passé par le JFP, qui est une autre organisation de juifs et juives antisionistes qui précède Tzedek en France, en tout cas. Je suis passé un peu par là et très vite, du coup, avec d'autres camarades, on a constitué Tzedek. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a motivé à te dire vas-y, là, je vais militer? C'est une bonne question, là. Je pourrais pas te dire qu'est-ce qui m'a débloqué, on va dire, ou qui m'a donné envie. C'est plusieurs facteurs. Le fait est, c'est que ça s'est passé pas uniquement sur le sujet de la Palestine, même si de fait, ça m'animait plus que d'autres sujets. Mais en fait, c'est arrivé aussi à un moment où il y avait les gilets jaunes, il y avait la réforme des retraites qui a suivi, et puis petit à petit, je suis devenu familier avec les textes du Parti des indigènes de la République, des écrits d'Oré Boutelja et d'autres, pour ne citer qu'elle, qui, à mon avis, m'ont fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. C'est une espèce d'énorme raccourci, mais dans le sens positif du terme, pour s'engager politiquement, je pense, parce que ça aide à comprendre une question qui me paraît être la question centrale, du moins du moment, ce qui est le racisme en fait, et donc qui répond avec un antiracisme politique. C'était un peu ça le cœur du sujet. On a appelé cet entretien « L'opposition israélienne existe-t-elle ?» Et le but, ça va être de comprendre, de se mettre à la place, je dirais peut-être de l'israélien moyen, mais en tout cas d'essayer de se rendre compte de ce que c'est d'être en Israël, de voir un peu qu'est-ce que c'est la culture autour de soi, qu'est-ce que c'est un peu les discours dominants qui reviennent, la propagande, essayer de comprendre tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, on essaye de répondre à un vide qui existe dans le débat public français, mais aussi dans le débat, les espaces militants, en tout cas ça c'est mon avis, au sujet de la société israélienne et de ce qui l'anime, de ce qui la structure, de la place que peut prendre l'armée. Évidemment, on parle souvent de la colonisation, mais il y a d'autres choses qui viennent structurer la société israélienne en complément de la colonisation et du racisme. Et ça c'est quelque chose dont on parle peu, je pense, et on gagnerait à mieux le comprendre pour débloquer des meilleures discussions et une meilleure compréhension de la situation en Palestine, et peut-être aussi en retour des choses qui peuvent se passer ici en France en termes de militarisme, etc. Et juste pour revenir aux origines un peu de cette émission, j'ai l'impression qu'en fait l'idée nous est un peu venue sur un stream d'il y a quelques semaines où il y avait peut-être un sujet sur les manifs en Israël contre la guerre avec l'Iran, je pense, parce que c'était il y a 2-3 semaines. Et dans le chat, il y avait quelques personnes qui réagissaient, mais je pense, c'est
pas pour leur jeter la pierre ou quoi, mais du coup qui réagissaient en mode oui, mais l'opposition, oui, mais il y a la gauche, ou etc. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. De là est née un peu l'envie de développer un peu plus sur ce que c'est cette gauche israélienne, cette opposition porteuse d'espoir et voilà, d'avenir. Après, c'est ce qu'on nous vend aussi dans les médias occidentaux. Voilà. On nous dit ah mais vous Bien inquiétez sûr. pas, il y a pas que des mauvais Israéliens. Regardez, il y en a qui sortent dans la rue, il y en a qui sont de gauche comme vous, il y en a. Exactement. Enfin même on peut faire un clin d'œil à Mediapart qui nous rassure en fait en mode non mais regardez, tout n'est pas à jeter en Israël. Ben allez, on y va parce que le programme est, Ouais, est chargé. Ouais. Donc Israël, nouvelle manifestation massive contre la réforme judiciaire. C'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Nous, on avait choisi ça comme point de départ parce que c'était une mobilisation qui était quand même très importante. Je crois que si je dis pas de bêtises, en fait, ils se réunissaient les gens tous les samedis, il me semble. Et ça a duré plusieurs semaines consécutives. Et ce mouvement, il a commencé début 2023, en janvier, je crois. Il a duré des semaines et des semaines. Et je crois qu'il a mis au plus fort dans la rue un truc style 500, 600 000 personnes. Qui, à l'échelle d'un pays comme Israël, est beaucoup parce qu'ils sont 9 millions. Quoi. Donc c'est comme si en France, on avait des vrais 5-6 millions de personnes Je suis dans nul la en maths, rue, mais je un fais truc comme confiance ça. sur Quoi. ça. Comme s'il y avait des dizaines de millions de personnes aux States. Ça a été quand même un mouvement très massif d'opposition à Netanyahou, du coup, qui ensuite s'est transformé parce qu'entre-temps, il y a eu le 7 octobre et c'est de ça dont on va vous parler après. Pour la 9e semaine consécutive, plusieurs milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv samedi soir pour protester contre la réforme controversée du système judiciaire voulue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il juge antidémocratique. Il devrait y avoir une constitution ici, il devait y avoir un système judiciaire stable qui a besoin d'être réformé, mais pas de manière aussi impulsive que ce qui est fait. Cette droite folle qui a kidnappé la démocratie. En fait, à ce moment-là, donc on est en 2023, la coalition de Netanyahou, qui est encore le Premier ministre aujourd'hui, veut passer une réforme judiciaire majeure qui fait sortir des foules dans la rue qui s'y opposent. En gros, on peut dire 2 mots sur cette réforme judiciaire, mais pour le faire, il faut un peu revenir sur comment fonctionne le système politique israélien. Et le manifestant, il a un peu amorcé le truc. Il dit il n'y a pas de constitution ici. Donc ça, déjà, ça devrait nous faire un petit tilt dans une démocratie. Pas de constitution. Mais en gros, lorsque l'État d'Israël naît en 1948, après la Nakba, le premier gouvernement mené par Ben Gourion, premier ministre, il se donne quelques mois pour écrire cette constitution et ils se disent tranquille, on a le temps, etc. Au final, ils n'ont jamais écrit cette constitution, qui est censée être quand même la colonne vertébrale de toute démocratie qui se respecte, mais ils ont dit on va faire une constitution par morceaux, par ce qu'ils ont appelé des lois fondamentales, et du coup, bout par bout, on aura une constitution, sauf que là, presque 80 ans plus tard, il n'y a toujours pas de constitution, mais il y a une série de lois fondamentales qui vont dire, par exemple, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. La plus récente, peut-être pas la plus récente, mais la plus connue, c'est celle qui dit que Israël est l'État-nation du peuple juif. Donc en fait, c'est un peu des méta-lois. Et donc, pour les modifier, il faut avoir une certaine majorité au sein du Parlement. Il faut aussi que ça se fasse valider par la Cour suprême. Et donc, cette réforme judiciaire veut contourner ces espèces de garde-fous et faire en sorte que des lois fondamentales puissent être modifiées ou votées de façon beaucoup plus facile. Et on comprend l'intérêt pour une coalition comme celle de Netanyahou de faire ça. Donc, il y a toute une campagne à ce moment-là pour délégitimer la Cour suprême, pour délégitimer les juges, pour justifier ce passage en force-là. Rappelle que la Cour suprême en Israël, c'est du coup la seule, entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts, contre-pouvoir au Parlement, à la Knesset. Contrairement à ce qu'on a en France, on a le Sénat, on a le pouvoir exécutif, etc. On a différents paliers comme ça. En Israël, il y a la Knesset et la Cour suprême. Ça veut dire si tu fais sauter la Cour suprême, tu as les pleins pouvoirs entre les mains d'une coalition, quelques partis et donc souvent quelques personnes. La Cour suprême, qu'on soit clair dès le début, n'est pas un contre-pouvoir contre la colonisation. Justement, la Cour suprême a toujours brillé par son absence de prise de position lorsqu'il s'agit de colonisation, de racisme et des Palestiniens. Mais pour l'Israélien moyen de gauche, de centre, c'était un peu ce qui garantissait la démocratie israélienne, mais aussi c'est ce qui permettait à l'international de continuer d'être perçu comme une démocratie. Donc ça joue à 2 niveaux. En Israël, il faut toujours se dire les gens s'adressent aussi à l'extérieur. Ils ont besoin d'une légitimation, ils ont besoin de soutien. D'ailleurs, on le voit souvent dans ces manifestations-là, ça m'étonne toujours, des pancartes écrites en anglais. On se demande à qui vous vous adressez. Regardez, on a une pancarte en anglais devant nos yeux. Les personnes pourtant sont des Israéliens, ils sont censés vouloir
influencer leurs concitoyens, pourquoi ils n'écrivent pas en hébreu? J'avais été à Jérusalem il y a quelques années. Ça parle pas que hébreu, quoi. Moi, C'est sûr. j'ai rencontré beaucoup de Français. C'est vrai. Ça parle anglais de manière impeccable et j'étais choqué. Évidemment que déjà, beaucoup d'Israéliens parlent bien anglais, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire leur alia, qui viennent devenir colons, qui viennent des États-Unis, de France, mais n'empêche qu'une manifestation, on peut voir, je crois qu'il y avait aussi juste avant un slogan qui revient souvent, voilà, c'est Crime Minister, Ouais. un jeu de mots avec Prime Minister. Tout début, ouais, il y avait cette pancarte là qu'on retrouve aussi en France. Là, Ouais, tu ouais. vois, we can do it. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout là? En mode féministe. Tu Ouais. vois. Après, il y a quand même un truc que vous voyez qui saute aux yeux, c'est la quantité de drapeaux. Voilà, faut pas être épileptique. Voilà, l'idée c'est de dire qu'en fait ce mouvement qui a quand même eu du poids, comme tu disais, il se réunissait pendant très longtemps, tous les samedis, sur les échangeurs d'autoroute à Tel Aviv, ça faisait masse. Il y avait aussi d'autres rassemblements sur des carrefours, il y avait d'autres actions évidemment. Il y a des gens dans le chat qui disaient oui, mais il y a l'opposition israélienne quand même, n'oubliez pas que oui, nos médias, ils nous ont un peu servi ça. Moi je suis grave d'accord et je pense vraiment que il faut qu'on se pose la question de pourquoi c'est aussi efficace sur le public français, moyen, même occidental. Peut-être un début de réponse, c'est de se dire, en fait, ça nous sert une réponse hyper confortable et chaleureuse et douillette qui vient satisfaire un désir qui peut être sincère, d'une fin bien heureuse, tu vois, d'une réconciliation. Parce que là, du coup, regardez, il y a quand même des gentils, il y a quand même des bons, Ouais. etc. Et C'est le message. c'est le message, du coup. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, pour dire. Ça, c'est pas un piège de complotisme, mais voilà, qui tombent dans ce truc. Et ce qui est confortable, c'est qu'en fait, ça va complètement détacher la situation en Israël de son contexte politique colonial. Ça va devenir une situation un peu universelle. Et ça va rappeler, je pense que ça a rappelé à beaucoup de gens, d'autres situations. On est à la sortie du Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des mouvements contre les gouvernements illibéraux ou antidémocratiques. Donc du coup, ça faisait un peu penser à ça, en mode, ah regardez, Oui. eux aussi, ils se soulèvent contre cette dérive horrible, autoritaire. Mais sauf qu'en fait, il y a un grand absent dans ces mobilisations-là. C'est évidemment la question palestinienne, la question coloniale, le racisme palestinien. On va pas fétichiser cette manifestation et se dire, ah, elle existe, elle est bien. On va dire, mais quel est son contenu ? Qu'est-ce qui anime ces gens-là qui sont dans la rue? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Donc à quoi ils s'opposent? À quoi ils ne s'opposent pas? Donc d'où la question, est-ce que l'opposition en Israël existe? Quand on regarde ça, on dit oui, il y a une opposition, mais à quoi? Oui. Au gouvernement des extrémistes, de Netanyahou, sa coalition. Et c'est beaucoup aussi une opposition à tout ce qui est religieux. Au départ, c'est la population libérale, plutôt laïque, plutôt des villes, qui va donc sortir dans la rue. Là, c'est intéressant, attendez, parce que quand même, il ne faut pas être malhonnête. Ouais. Regardez, là, donc Bibi égale Poutine, donc ça, niveau Bibi- intelligence politique, Bibi, on c'est est Netanyahou. proche de zéro. Oui, voilà, Ouais. c'est le surnom de Netanyahou. Ouais. Là, par exemple, on voit justice pour Rouhara. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, il y avait un grand pogrom dans une ville en Cisjordanie par des colons. Et donc, dans cette manifestation, cette affiche-là, elle est en anglais, donc voilà, on se demande encore à qui il s'adresse, elle est tolérée. Et oui, en effet, par moment, dans ces manifestations, il y a eu des intrusions de groupes de personnes, des revendications, mais vraiment sur les marges de la manif, contre des actes de violence faits par ce qu'ils appellent des colons, donc en gros les extrémistes violents qui sont en Cisjordanie. Parce que ça ne va pas à l'encontre de ce narratif-là, au contraire. Ça va à l'encontre du narratif contre la coalition de Netanyahou, parce que lui, ses alliés, c'est Ben Gvir, Smotrich, c'est des personnes qui défendent ces colons. Et donc, voilà, cette affiche-là, elle existe. Je pense que pour certaines personnes de cette manifestation, elle doit être très gênante parce que le discours contre les personnes qui venaient pour dénoncer juste l'occupation, c'est-à-dire il y avait des groupes qui venaient. L'occupation, c'est différent de la colonisation. L'occupation, c'est le droit international. C'est en gros, si tu nies qu'il y a une occupation en Israël, tu t'arrêtes au niveau 1 de la dénonciation, quoi. C'est censé être le level le plus modéré. Et du coup, il y a des personnes dans cette manifestation qui ont voulu repousser, silencier, censurer, parfois avec les mains, des personnes qui dénonçaient l'occupation en disant « vous nous divisez ». C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la réforme judiciaire. Le sujet, c'est la colonisation. Tu vois, les personnes... Pourquoi Bibi, il est au pouvoir? Pourquoi sa coalition a de la force? À cause du racisme, à cause de la colonisation. C'est aussi pour ça que ces mouvements-là, encore aujourd'hui, à mon sens, sont inefficaces et n'ont aucun avenir, même au sein de l'État israélien, parce qu'ils n'affrontent pas le cœur du problème. Donc voilà, ça c'était notre point de départ, c'était ces manifestations anti-Netanyahou. Il y avait aussi un peu en toile de fond, il a des affaires de corruption, Oui. il était très C'est contesté, voilà. Il les a toujours. Mais Et il les a du coup, toujours.
On les a un peu oubliés. C'est ça, mais on revoit ça en toile de fond des dernières manifs en date qui a eu lieu un peu sur Netanyahou. Et après, donc, on voulait vous parler d'un autre mouvement social qui a eu lieu post 7 octobre et qui était la constitution de ces manifestants sous le nom de mouvement des otages. Quoi. Voilà. Faudrait voir chronologiquement comment ça s'est enchaîné, mais je pense que le samedi du 7 octobre, il y avait une manif pour la démocratie contre la réforme judiciaire. Et peut-être que la semaine d'après, le samedi d'après, elle a déjà muté avec les mêmes acteurs en manif pour les otages. Peut-être c'était un peu trop tôt, mais en gros, l'idée que vous voulez savoir, c'est qu'en fait, ce mouvement-là a muté en manifestation pour le retour des otages. Je crois que c'est ça en fait. Post 7 octobre, les premières semaines, le gouvernement interdit toute manifestation et ensuite ils peuvent revenir au bout de quelques semaines, j'ai pas la date exacte. Mais... Trop bien d'avoir un journaliste avec nous. Après là, la vidéo, je crois que ça parle d'une manifestation qui a eu lieu il y a 1 an, en 2025. Okay. Mais ce mouvement, il a commencé après le 7 octobre 2023 et il s'est inscrit dans la durée jusqu'au retour des otages qui était, je crois, les derniers. Fin de l'été dernier, un truc comme ça. Ouais. Là, il y a écrit « On s'arrête jusqu'à ce que tous reviennent ». Sur la banderole. Ouais. Des manifestations pour la fin de la guerre à Gaza sont tenues dans plusieurs villes d'Israël. C'est intéressant de voir les banderoles. Ouais. Akol, Kashur, Bakol, tout est lié à tout. Guerre, otage, démocratie. D'accord. Voilà, déjà, on voit qu'en fait, en effet, il y a un lien. Quand ils disent ça... Démocratie, c'est qu'en fait, pour dire aux gens, voilà, la lutte qu'on mène aujourd'hui, c'est aussi celle qu'on a menée la semaine dernière pour la démocratie. Donc il y a un peu un glooby-bolga de tout ça. Ouais, slogan en anglais. Des centaines de milliers d'Israéliens ont demandé un accord pour la libération des otages. Les familles des victimes du Hamas ont lancé un appel à la grève pour faire pression sur Netanyahou. Ah oui, quand même, grève, ouais. Ouais, ça n'a pas marché du tout. Plusieurs axes routiers ont été coupés, dont l'autoroute reliant Tel Aviv à Jérusalem. Donc un gros axe, j'imagine. Oui. À Tel Aviv, des rassemblements ont eu lieu sur la place des otages et devant la base militaire. Des milliers de policiers et soldats ont été déployés, des dizaines de manifestants ont été arrêtés. Ok, ambiance. Ouais. Donc Netanyahou, son credo, c'était de dire ceux qui font ça, en fait, ils vont à l'encontre des intérêts du pays, de l'État, c'est des traîtres. C'est les complices du Hamas. Voilà. Donc voilà, vous voyez un peu le Trump's legacy crumbles, l'héritage de Trump s'effrite alors que la guerre à Gaza continue. Donc en fait, l'héritage de Trump, faut le garder, il faut le préserver. La guerre à Gaza est en train de le ruiner. En gros, c'est un truc un peu pro-Trump. Genre Trump, Trump, il avait eu des superpositions pour les colons, où il avait mis son ambassade à Jérusalem. Il y a vraiment un délire évangéliste là-dessus. Mais là, tu as un public qui n'est pas, a priori, ceux qui sont touchés par ces questions-là, capitale de Jérusalem, colonie, etc., c'est des personnes, là, tu es en plein cœur de Tel Aviv. Mais je pense qu'il faut réaliser à quel point l'amour pour Trump en Israël est mainstream, en tout cas lorsque ça est dans leur intérêt. C'est-à-dire que je pense que je m'avance devant cette foule. Voilà, je m'excuse, je prends la parole à votre place. Mais pour les Israéliens libéraux, la question des libertés, de l'égalité des citoyens, la défense contre le racisme s'arrête aux frontières israéliennes. C'est-à-dire qu'ils vont très bien aller manifester pour l'Ukraine, faire la Gay Pride, marcher pour George Floyd, etc., etc. Mais une fois que ça arrive sur leur sol, et ça touche évidemment à leurs intérêts, à leur identité israélienne, etc., ça s'arrête. Et du coup, Trump, quand il entre là-dedans, en fait... Trump les arrange, ils voient pas le problème avec cette question-là, parce que pour eux c'est le boss, c'est lui qui peut appuyer sur un bouton et faire que les otages reviennent. Que recherche ce mouvement dont le mot d'ordre principal c'est bring them home, ramenez-les à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ramenez-les à la maison? Par quel moyen? À qui tu t'adresses? Tu t'adresses à l'ONU, tu t'adresses à ton gouvernement, tu t'adresses à l'armée. La différence entre cessez-le-feu et bring them home, elle est immense. En fait, on pourrait faire une émission entière sur la question du mouvement pour le retour des otages en Israël, à l'international, en France. Je trouve que c'est un élément qui nous manque en fait pour comprendre ce qui nous est arrivé en France en matière de répression, censure, désinformation au début du génocide à Gaza, quand la place des otages a pris une énorme place dans les débats publics, place qui a été prise au prix du génocide à Gaza. Là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on dit bring them home, et je le dis en Israël, mais aussi en France à ce moment-là, sans l'accoler
à des requêtes claires, arrêter de fournir des armes, cesser le feu, etc., etc., on tombe de fait, qu'on le veuille ou non, dans le piège de la propagande de guerre. Parce que les otages, leur libération, c'était le moteur, du moins au début de l'opération génocidaire à Gaza, pour entrer dans Gaza, pour faire la guerre. C'est là où en fait on peut revenir sur l'affiche de l'émission qu'on avait, qui est donc quelque chose qui a été projeté sur un bâtiment en Israël. Voilà, ça c'est le logo des otages, et ça c'est la coalition des familles des otages et les disparus, en gros ceux qui ont un peu mené ce combat-là en Israël. Sur cette affiche, on peut lire « on les ramène », on les fait revenir, et on revient. Donc l'image de retour des otages, gros câlin, et on y revient, génocide qui reprend. Donc à aucun moment, mis à part dans des marges extrêmement fines, si ce n'est existante, dans ces manifestations-là, on voulait arrêter la guerre. Ce n'est que très très tard, il y avait toute une conjoncture spécifique, internationale, qui faisait que, ils disaient stop à la guerre, mais c'était évidemment bien trop tard. Et le capital de sympathie et de soutien à Israël était capoute, que le discours a un peu changé. Mais là, pendant très longtemps, c'était juste bring them home, et on laisse le soin des autres de comprendre ce que ça veut dire. Mais du coup, l'armée avait entièrement main libre, le gouvernement entièrement main libre de faire ce qu'il veut, parce qu'en face d'eux, ils avaient une population d'opposition, mais qui n'avait aucune revendication politique qui va à l'encontre du pouvoir. Bring them home, ça arrange le pouvoir en place. Et en France, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on voyait... Nous, on l'a tous très vite compris quand on a vu ces affiches partout. Bring them home avec la tête des otages israéliens, etc. Toujours placés de façon intéressante, soit devant des bureaux de députés de la France Insoumise, soit aussi dans la rue, n'importe où, etc. Mais que c'était des messages de propagande de guerre. Et ça, les personnes qui les affichaient ne voulaient jamais le comprendre, parce qu'ils étaient matrixés, évidemment. Mais juste bring them home, ça veut juste dire carte blanche pour l'armée israélienne pour y aller. Sauf si tu dis cessez le feu. Voilà. Je résume un peu l'idée. Les personnes qui décrochaient ces affiches-là de Bring Them Home étaient filmées et perdaient leur boulot. Il y a eu des personnes qui ont été doxées, qui ont perdu leur taf, dont leurs enfants étaient virés de les écoles, etc., etc. On ne reviendra pas là-dessus. Mais un mot juste sur ces affiches, quand même, c'est intéressant de revenir parce que ça, c'est un peu les coulisses du truc. C'est des affiches qui ont été designées par deux Israéliens, designers graphistes, etc., qui ont très vite compris le filon. Ils ont créé un site où on pouvait télécharger gratuitement des affiches et les imprimer et aller les coller partout. Et la personne qui a fait ces affiches, l'une des deux designers, je crois qu'elle est designeuse, elle a dit, moi j'ai fait ma réserve déjà. La réserve, en gros, c'est un peu le service militaire, c'est la suite du service militaire. J'ai fini ma réserve, mais maintenant ça c'est ma réserve aujourd'hui, c'est de faire ces affiches-là. Donc en gros, pour vous dire à quel point c'était lié à l'opération à Gaza, au militarisme, etc. Parce que là, libérer les otages, à qui ça s'adresse ? À qui on s'adresse ? On s'adresse au gouvernement israélien, on s'adresse au Hamas. Et donc voilà, autre petit point en fait, sur ce site, vous aviez évidemment tous les personnes qui ont été pris, comme d'ailleurs dans beaucoup de personnes, pour être vraiment précis sur les termes, n'étaient pas des otages mais des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que j'ai pas le chiffre, mais beaucoup de personnes parmi ces personnes qui ont vécu un truc horrible, voilà, on va pas faire le tour, étaient des prisonniers de guerre, étaient des soldates qui ont été pris en vue d'échange. Ah ouais, on avait peu d'infos là-dessus. Ouais, c'était des gens du coup au bord de la frontière à Gaza, autour de la prison, quoi. Soit des personnes qui étaient en base militaire, soit comme beaucoup de personnes en Israël qui étaient réservistes, qui étaient là en week-end, etc. Il y a même une personne, je n'ai plus son nom, un Russe qui est venu faire son allié il y a quelques années, qui a eu un profil sur l'eBay, on peut trouver ça, la page, qui lui a fait tout un truc, cet otage, machin truc. Ils n'ont jamais mentionné qu'il était soldat. Il a été libéré. 2 jours après, il est en uniforme devant sa base militaire et ses soldats, il dit merci à tous mes... Ça, c'est le compte officiel de l'armée israélienne. Il est libéré, il est invité, il en parle. Mais ça n'a pas empêché Libération, 2 jours avant, de faire un profil sur lui sans mentionner le fait que c'est un soldat et qu'il a été kidnappé comme ça, qui a été pris prisonnier de guerre. Et en gros, tu vois, le déni de la dimension militaire, en fait, que revêt pas juste des individus, mais la société israélienne, je pense que là, du coup, on est obligé d'embrayer sur cette question-là. À ce moment-là, il est ressorti de façon explosive. En France, je me souviens que le traitement médiatique, les éléments de langage qui étaient utilisés au moment des négociations, c'était troc, otage contre prisonnier. Les Israéliens avaient de leur côté des prisonniers palestiniens et gazaouis.
et en échange, on libérerait potentiellement des otages israéliens. Quand on connaît tout le système d'enfermement mis en place par l'État israélien de manière complètement extrajudiciaire, avec une justice d'exception, et quand on connaît les conditions de détention des prisonniers palestiniens, on est sur une inversion du réel, niveau, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire d'autre. Le sujet, c'est aussi nos médias, comment on nous a servi cette histoire-là médiatiquement depuis 3 ans. Là, je reconnais, je ne me rappelle plus de leur nom, mais quelques personnes, c'est des soldats qui étaient sur une base militaire, Nir Oz, je pense, juste à côté de la frontière de la bande de Gaza, qui ont donc été prises le 7 octobre, des prisonnières de guerre, mais elles ont évidemment été identifiées comme des civils en France, en Israël, etc. En Israël, je suis pas sûr, voilà, c'est un petit changement, mais en France, il y a même eu un documentaire sur France Télé qui est sorti là il y a quelques mois qui s'appelle Les Guetteuses. Donc les guetteuses, en fait leur rôle c'est des guetteuses, donc c'est en gros elles sont pas avec leurs jumelles sur le mur, mais bon elles sont branchées à des caméras, elles surveillent cette prison à ciel ouvert où on snipe des personnes qui s'approchent trop près du mur. Le rôle, c'est de surveiller ça. Et elles sont constamment, et là nous vivrons, ces grands féministes ne sont jamais prononcés sur les questions, comme c'est des femmes jeunes, elles sont toujours représentées, faites-y attention, comme des petites filles toutes innocentes, pures, etc. Donc en fait, il y a aussi là-dedans une rhétorique, en fait, il y a une instrumentalisation de leur identité pour venir amadouer les foules, pour venir chercher de la sympathie, alors que c'est des soldats qui sont engagés dans une armée coloniale. Elles sont autour de la bande de Gaza où en fait sont entassés des millions de réfugiés et on va chercher à les innocenter en fait. En fait, c'est pas, on n'a même pas besoin de chercher à les innocenter. Elles ont une présomption d'innocence de base, comme c'est des Israéliennes. Les Israéliens, c'est pareil. Voilà. Est-ce que ça marche encore, ce truc de victimisation des bourreaux? Tu vois, il y a eu le film qui est sorti en 2025, La Zone d'intérêt, où justement, pendant son discours, il était très politique. Il disait, voilà, la zone d'intérêt aujourd'hui, c'est à Gaza que ça se passe. Et comment tu peux vivre, aller sur ton transat, faire ta pride, bref, t'amuser à 10 km d'un endroit où les gens meurent tous les jours, que ce soit affamés, sous des bombes, etc. Et est-ce que cet argumentaire, je veux dire même en France, comment est-ce qu'on arrive à croire qu'il y a des bourreaux qui passent bien comme ces jeunes femmes innocentes? C'est une réflexion. On arrive à y croire parce qu'on nous vend des bourreaux qui vont manifester tous les samedis pour sauver la démocratie. En fait, on vient nous simplifier le tableau et du coup, on efface la chose principale, c'est de dire qu'il y a un occupant et il y a un occupé, il y a un colon et il y a un colonisé. Et c'est vrai, du moment que tu brouilles cette réalité-là, tout est possible, quoi, en gros. On s'était mis composition de la Knesset, qui est le parlement israélien, composé de 120 députés. Je sais même pas si les communistes israéliens y sont, si. C'est Hadash Ta'al, mais c'est une coalition. Hadash, c'est le parti communiste. En tout cas, ce qui ce qui était le parti communiste, et ils sont une coalition avec Ta'al. Et en gros. Donc c'est eux, là, ils sont 5. Les communistes. Je dis ça, c'est très triste. Mais oui, en fait, en gros, au sein de la Knesset, ou dans le paysage politique en termes de partis, il y a des partis moins génocidaires ou pas génocidaires. Il y a la coalition Hadash Ta'al. Il y avait maintenant, ils sont exclus du champ politique. Il y avait Balad, qui était le seul parti démocrate dans l'espace israélien. C'était un parti fondé par des Palestiniens de 48. Je te coupe juste, mais quand tu dis qu'ils sont exclus, c'est-à-dire ils ont été interdits par le gouvernement? Ils ont été interdits de se présenter aux élections parce que, dans leur charte, ils veulent un État de tous ses citoyens. Ça, c'est la raison pour laquelle ils sont considérés trop dangereux. Parce qu'en Israël, tu peux te faire exclure si tu ne reconnais pas le caractère juif de l'État d'Israël. Okay. Or, si tu dis un État de tous ses citoyens, un État démocratique, tu vas à l'encontre de ça. Ils se sont fait exclure aux dernières élections, il y a quelques années, sur ce principe-là. Ce qui se passe d'habitude, quand les élections approchent, il y a des coalitions qui se forment entre les partis de Palestiniens de l'intérieur, donc les Palestiniens qui sont restés sur place pendant la Nakba, qui sont concentrés dans certaines grandes villes ou dans des villages qui sont restés donc à l'intérieur de la ligne verte. Et donc, ces partis-là, ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les principes politiques. Il y en a quand même pas mal qui sont sur la gauche. Il y a Hadash, Ta'al et Balad. Il y a Ra'am, qui est plus un parti, j'ai envie de dire clientéliste, mais c'est vraiment dire très vite, parce qu'ils peuvent parfois se retrouver en coalition avec Netanyahou ou parfois sur la gauche. Donc en fait, eux, ils vont vraiment... Je ne sais pas si c'est clientéliste, c'est le bon terme, mais en fait, eux, leurs intérêts, c'est vraiment agir sur les réalités socio-économiques des Palestiniens de l'intérieur au plus vite, sans avoir forcément un horizon politique de libération, d'égalité, de changement des institutions. Et donc, ils sont un peu à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Et donc, pour te répondre à ta question, le Parti communiste, sa ligne, c'est évidemment, il pousse vers une solution à 2 États pour la paix, mais ils ne vont pas s'exprimer sur le sionisme, par exemple. On a vu un de leurs députés à la fête de l'UMA cette année dire « il faut être anti-sioniste ».
je pense qu'il a fait exprès, il a bien fait attention à dire je suis pas antisioniste. Il a dit au public français il faut être antisioniste. Donc je pense qu'il a choisi ses mots, quoi. D'accord. Donc il faut imaginer aussi dans quel contexte des Palestiniens déjà évoluent au sein d'Israël. Il faut se dire dans quel contexte ils évoluent lorsqu'ils s'engagent en politique, lorsqu'ils siègent à la Knesset, comment ils sont scrutés et comment au moindre fait et geste ils sautent, ils sont réprimés, ils sont poursuivis, etc. On avait parlé de la loi fondamentale, là, c'était quoi, il y a 2 ans peut-être, où Netanyahou a fait une loi qui inscrit dans la Constitution que Israël est l'État-nation du peuple juif, par les juifs, pour les juifs. C'était quoi en fait avant ça? Avant la loi fondamentale, en fait, il y avait quoi? Enfin, c'était quoi dans la Constitution? Bon, on a dit qu'il n'y avait pas de Constitution, mais dans les textes fondamentaux, ça se présentait comme un État comment, laïque. Alors, c'est quoi la révolution qu'a fait cette loi fondamentale en fait? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question et il n'y a pas de constitutionnalisme. J'allais dire qu'il fallait faire un constitutionnalisme, mais en fait, il n'y en a pas. Mais en fait, comme, disons, l'ADN politique israélien, il se constitue par ces espèces de mosaïques de lois fondamentales qui viennent s'ajouter au fil des ans, parfois qui sont modifiées à des retours en arrière, etc. Cette question-là, je ne sais pas à quel moment c'est écrit « c'est un État juif », parce qu'en fait, évidemment que c'était un État juif avant cette loi de 2018, c'était un peu un passage de force de Netanyahou, une victoire de faire passer ça. Je pense que le texte auquel, on va dire, de fait, on faisait référence, c'est la charte de la déclaration d'indépendance qui est signée par les premiers élus en 1948. Et du coup, dans cette charte, il y a écrit toute une série de choses qui en fait font foi et qui en fait font de fait ce qu'est l'État israélien. Il n'y a pas de constitution, mais il y a ces déclarations. Si ça vous amuse, allez la retrouver sur Internet, vous lirez. Elle est truffée, alors même qu'elle est censée être rédigée et poussée par un groupe de sionistes pionniers, on va dire Ben Gourion et d'autres personnes très connues, qui sont censées être laïques. On est présente comme la gauche sioniste, c'est pas des personnes religieuses. Il y avait peut-être une personne qui portait la kippa dans tout le groupe. Elle est truffée de références messianiques, des références semi-religieuses en mode pour le peuple élu, pour le peuple éternel, des choses comme ça. Donc en fait, déjà à ce moment-là, il y avait déjà le terreau pour le messianisme de façon instrumentale, quoi, pour faire la nation, pour venir fédérer, ramener des juifs des côtes du monde. Il fallait bien trouver un ciment, des choses qui les rassemblent entre eux. Le messianisme en était un, mais l'armée, surtout, le militarisme, c'était autre chose qui a permis de former la nation israélienne. Je suis en train de chauffer tout seul. Non, mais parce que moi, je suis un peu... Je sais pas comment dire, je suis presque en état de choc, mais moi, je vais pas me demander si l'Australie génocidaire est démocratique. Je vais pas me demander si la Nouvelle-Zélande génocidaire est démocratique. Les États-Unis, en fait, il y a... Voilà, c'est une réflexion, mais après, voilà, je outrepasse le débat. Et là, le but, c'était de parler de la société israélienne. Mais moi, en tout cas, à titre de personne issue de l'immigration, et notamment, bah voilà, je suis franco-algérien, et l'Algérie, il y a eu, par exemple, en 56, 2 ans après les débuts des révoltes de 54, des référendums pour dire, bah voilà, est-ce que l'Algérie doit rester française, etc. En fait, je veux dire, la démocratie, en vrai, on a un bourrage de crâne dans les écoles occidentales, en mode, c'est le meilleur, c'est trop bien, c'est super, mais mettre une démocratie dans un système colonial qui va massacrer, minoriser, et en fait, c'est des colonies de peuplement. Israël, l'Algérie ou aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, c'est des colonies de peuplement. Donc le but ultime, c'est qu'il y ait une population qui disparaisse à la place de l'autre. Et souvent, cette population, elle est blanche. Et moi, en tout cas, voilà, là j'étais en train de m'exciter tout seul sur ma chaise. Et j'étais en mode, est-ce qu'on est vraiment en train de débattre si Israël est une bonne ou une mauvaise démocratie? Mais voilà, c'est le but du sujet d'aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, pour le chat, pour tout le monde, là, on dépasse le débat plus tard, quoi. Je pense, voilà, c'est clair et net qu'Israël n'est pas une démocratie, n'a jamais été une démocratie. Par contre, je pense que là où on essaie d'amener quelque chose dans le débat, c'est que même avec les critères qu'on a, en fait, en gros, que les critères qu'on a pour dire c'est une démocratie, c'est pas une démocratie, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'égalité. C'est, en fait, toutes ces choses, en fait, très terre à terre, noir sur blanc, ça n'existe pas en Israël. Et pas besoin d'être un spécialiste pour le constater. Or, on continue de nous dire c'est une démocratie. On nous dit c'est une démocratie juive. En fait, ce qui est impossible. Démocratie juive, c'est Azmi Bishara, du coup, un des fondateurs du parti Balad, je pointe du doigt, mais en fait, ils sont exclus, qui disait démocratie juive, ça veut dire démocratie pour les juifs et État autoritaire pour les autres. Enfin, il y a une formule un peu plus gracieuse que celle-ci. Mais en gros, tu as tout à fait raison de dire que c'est une colonie de peuplement et de fait, une colonie de peuplement ne peut pas être une démocratie. Donc là, on va sélectionner les gens un peu des Peut-être TikTok, pas la peine de des voir articles pour vous montrer un peu le lien en fait qu'il y a entre les civils et les militaires. En fait, c'est une frontière très très floue. On peut repartir de ces manifestations qu'on a vues. On a dit il y avait
les grands absents de ces manifestations-là, c'était la colonisation, le racisme anti-palestinien. Mais il y avait quelque chose, pour ceux qui voulaient bien le voir, qui était présent et qui nous racontait la colonisation un peu entre les lignes, c'était le militarisme. Ces manifestations-là, elles étaient organisées autour de vétérans. Elles invitaient pour prendre la parole des anciens généraux, des chefs d'état-major, des chefs des services de renseignement. Elles parlaient évidemment de sécurité. Il y avait une coalition de pilotes qui disait si cette réforme judiciaire elle passe, on refuse de monter dans les avions. Les mêmes, pendant le génocide de Gaza, ils sont montés dans leurs avions en 2 jours parce qu'il y a des priorités quand même. Donc le militarisme est présent partout. C'est un peu le principe qui organise la société israélienne. Et du coup, pour le comprendre et le voir, il faut réaliser ce que tu disais. C'est qu'en fait, dans la société israélienne, comme toute colonie de peuplement, j'ai envie de dire, il y a une hybridation entre la figure du civil et la figure du militaire. Les deux se confondent. Les uns sur les autres, l'un après l'autre. C'est pas moi qui le dis, il y a même des Shimon Peres, des anciens présidents, qui dit le soldat d'aujourd'hui sera le civil de demain, l'installation d'aujourd'hui deviendra la base militaire de demain, et c'est comme ça que fonctionne la colonie de peuplement. Tout le monde doit prendre les armes lorsqu'il y a urgence, et urgence, c'est tout le temps. Et du coup, il y a cette petite vidéo, je voudrais revenir là-dessus. Voilà, elle dure pas très longtemps, elle avait fait scandale un peu à l'époque. Depuis, on s'est un peu plus habitué à voir ces images, j'ai l'impression. Donc c'est en Cisjordanie. Donc, une confrontation entre des personnes qui parlent en hébreu et aussi des Palestiniens. Voilà, ils essayent de dire toi t'as pas le droit d'être ici, t'as touché à de la propriété qui n'est pas la tienne, etc. Moi, je voudrais attirer l'attention sur cette personne-là qu'on voit ici. Ouais, celui qui a une dégaine de pêcheur là. Ouais, lui, à première vue, il est un peu ambigu. C'est-à-dire, à côté de lui, il y a une personne, il n'y a pas de doute, c'est un soldat. Soldat israélien, on reconnaît le kaki, l'équipement, l'armement, les bottes, etc. Et lui, il débarque, et t'es en mode, il a les bottes, il a le pantalon, mais le débardeur, je suis pas sûr que ça soit voilà, très cohérent. La barbe, peut-être il a une permission pour avoir une barbe, je sais pas. L'arme, c'est quand même l'arme. Le chapeau, je sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle, dans le langage médiatique, un colon. C'est pas un soldat. Mais pourtant, il en a l'attirail. Et il donne un peu des ordres. Enfin, en gros, on sait que dans ces espaces-là, l'armée et les colons travaillent main dans la main. Ils travaillent main dans la main, ils s'organisent, l'armée les protège, leur permet, que ce soit au niveau là, sur les cailloux, ou au niveau administratif, paperasse, lorsqu'ils déclarent des zones entières de villages palestiniens, comme des zones de tir, qui deviennent des zones de pâturage pour les colons, qui ensuite deviennent des zones d'installation. C'est le même système, colon. Et donc, pour parler de cette hybridation entre civil et militaire, lui, c'est quand même un bon début, parce qu'il permet de poser la question. J'avais fait un thread là-dessus, on va pas le lire, mais en gros, pour dire qu'en fait, le lien entre le civisme militaire et l'Israël, il existe historiquement, il date au moins du même jour que le début du projet colonial en Israël. Bon, j'ai un peu foré ma formule, mais en gros, il y a quelques affiches comme ça qui sortent des archives que j'ai trouvées, qui parlent très bien de ça, et qui voient en fait comment déjà l'idée de d'une main la charrue, de l'autre l'épée, ça c'est une formule très connue du sionisme, elle était représentée, et cette figure existait déjà. Voilà, on a un fusil, on a une pelle, on va coloniser. On est un soldat, enfin bref, vous voyez un peu l'idée quoi, sur cette hybridation. Là où je veux en venir, c'est que dans nos espaces, on s'offusque très facilement de ces colons. Donc en fait, quand on dit colons, c'est un peu un dog whistle pour dire juifs israéliens qui s'installent en Cisjordanie. Or, dans un système colonial, toutes les personnes qui bénéficient du privilège colonial sont des colons, qu'ils habitent en Cisjordanie ou qu'ils habitent à Tel Aviv. C'est-à-dire que du moment que tu es juif en Israël, tu es un colon. Je suis un colon en Israël. C'est pas une question d'attitude de ce que je fais au quotidien. Est-ce que je vais jeter des cailloux sur des Palestiniens ou est-ce que je vais boire des matchs à latte sur la plage à Tel Aviv? Je reste un colon parce que je profite de privilèges coloniaux. Il y a un article qui est sorti au 7 octobre qui permet un peu de, moi en tout cas, me conforter dans cette idée. C'est cet article ahurissant qui est sorti sur Haaretz, grand magazine des libéraux de la gauche sioniste, qui, c'était quand 1er décembre 2023, donc 2 mois après le 7 octobre, qui écrit « De la plage jusqu'à la synagogue, c'est ainsi qu'est devenue l'arme personnelle un accessoire de mode. » Et là, on a des images de personnes lambda qui se promènent à Tel Aviv en train de faire leur petite fripe, en claquette, avec leur gun, qui se promènent avec leur bébé, avec leur gun. Enfin, bébé, bon, vous voyez l'idée. Sont-ils des colons ou pas? Pour nos médias, pour l'espace militant, même à gauche, la question, faut la poser.
Parce que je pense que beaucoup de personnes, si ce n'est tous, quand ils vont voir ce pêcheur, vont dire bah, c'est un colon. Quand ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils voient ça? Ouais. Il faut réaliser que en société coloniale, le rôle civil-militaire est flou et volontairement flouté par les institutions israéliennes. C'est ainsi que s'est construit le pays. C'est d'abord l'armée qui a construit des installations où sont ensuite devenus des civils. Ça, c'est l'histoire de la bande de colonies autour de la bande de Gaza qui ont été attaquées au 7 octobre. Une des colonies s'appelle Nahal Oz, parce que Nahal, c'est le bataillon qui crée des colonies à venir. En fait, c'est l'armée qui construit des installations. Post-7 octobre, nous, un discours que j'ai beaucoup entendu, et notamment chez une partie de la gauche, c'est ce qu'ont attaqué les Gazaouis, ce sont des kibboutz qui ont été faits par des... c'était un projet socialiste, tout ça. Ah, moi j'aime beaucoup. Bah oui, c'est aussi la gauche française comment elle s'appelait la mission civilisatrice qui a colonisé l'Afrique de l'Ouest, qui est venue en Algérie, qui a massacré, qui a torturé, qui a pillé, qui a violé. Mais oui, c'était des gens très éduqués. Hein. Ils lisaient beaucoup de livres. Ils lisaient même Victor Hugo. Il a dit allez-y, il y a pas d'histoire en Afrique. Du coup, bah, vous pouvez mettre vos kibbutz, vous pouvez kiffer l'URSS, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça n'empêche que vous massacrez des populations. Mais rien que par la présence, vous détruisez la planète, le cours de l'eau. Ils ont tout massacré. Là, voilà, peut-être tu pourras développer sur le kibbutz. Et deuxième chose, moi en tant qu'homme arabe à Jérusalem. Enfin, cette arme-là, je reconnais très bien. Enfin, les soldats, ils nous ont pointé. C'était, je crois, un samedi ou un vendredi. On nous avait dit, on nous avait prévenu, on nous a dit, n'y allez pas vers les lieux saints. Bref, on n'a pas écouté. Et à 20 mètres, tu vois, il y a aucun danger. Ils te pointent l'arme. Et moi, je suis un touriste franco-algérien. J'ai les papiers. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ne font pas aux populations palestiniennes, tu vois. Et ça, pareil, au checkpoint, ils peuvent t'envoyer des grosses claques. Enfin bref, la liste est très longue. Et là, en vrai, on manque pas d'images depuis 2 ans. Mais en vrai, voilà, la société coloniale, je veux dire, c'est acté et ça choque personne que quelqu'un te pointe une arme dans la rue. Et ils ont réussi à mettre ça un peu dans les mentalités. Et ça, je pense que c'est une notion à développer quand on parle d'Israël, c'est de parler de militarisme. Parce que le colonialisme est fait de traverser par ces différentes choses, le racisme, etc. Mais il y a le militarisme qui est lié et qui le permet, et c'est d'ailleurs le militarisme qui a permis de créer la société israélienne. Sans l'armée, il n'y aurait pas eu ce ciment pour fédérer des groupements d'individus qui certes étaient juifs, mais qui n'avaient rien en commun à part ça, et qui ne formaient pas une nation. Ça, c'est Ben Gurion qui le dit, qui crée l'État. Il dit, c'est cool, on a un État, mais on n'a pas de nation. Et on a des gens qui arrivent, il n'y a rien pour les mettre en commun. C'est là où l'armée est venue. Parmi d'autres activités, on va dire, il y avait aussi l'agriculture, tout ce qui est colonial, qu'en gros, mais l'armée est vraiment venue souder ces personnes et surtout leur donner un sens de l'ennemi, un sens de l'urgence. Donc voilà, en gros, on le voit dans ces images-là, ça c'est ceux qui iront en Israël, je ne vous le souhaite pas, vont croiser nombre de ces fusils tenus par des personnes très jeunes, partout. S'ils sont en permission et qu'ils sortent de leur base militaire pour le week-end, ils doivent toujours porter l'arme sur eux, sinon ils doivent le mettre dans un locker avec 2 verrous, ils ont la flemme, évidemment, ils prennent l'arme sur eux, on sait jamais. Et du coup, après le 7 octobre, c'était un statement, je sais pas comment dire, un peu un truc de dire je suis un réserviste, je me promène avec mon arme, parce qu'il y avait cette espèce de fièvre nationaliste, militariste, qui n'est pas sortie de nulle part. On l'a bien vu que auparavant, pendant les manifestations en réforme judiciaire, il y avait déjà des indices pour voir que toute la population israélienne a soif et construite autour du militarisme. Pour elle, c'est normal d'utiliser la force, c'est le seul moyen d'arriver aux forces, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ses objectifs politiques. Pour avoir un objectif politique qui est d'aller à la contre de la réforme judiciaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va solliciter les chefs d'état-major, on va taper sur la nostalgie de l'époque, on faisait des grandes guerres, la guerre de Kippour, non, la guerre de machin. En gros, il y avait tout cet imaginaire militaire qui animait la manifestation. Donc ça sort pas de nulle part. Voilà, lui, il a mis carrément un t-shirt de son unité, ça c'est un truc qu'on voit aussi souvent en Israël. Pour ramener un aspect plus global de la colonisation, on a l'impression que là c'est le propre d'Israël, mais du coup moi je reviens plus sur les colonies de peuplement, mais nous là quand il y a eu les révoltes à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, pareil, quand l'État français est faible, il en appelle à sa population. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un des territoires les plus armés au monde par habitant. Ah ouais. Et du coup, en métropole en France, voilà, il y a les chasseurs, il faut avoir un permis, voilà, c'est bien légiféré. Là-bas, c'était OK d'avoir dans ton pick-up, tu te balades avec une arme. Et vraiment, les images comme ça, c'est peut-être pas autant ostentatoire, mais je pense dans beaucoup de pick-up, tu as une arme en Nouvelle-Calédonie normale et il y a beaucoup, je trouve ça fait beaucoup cet imaginaire un peu des cow-boys qui partaient tout seuls dans ces grands
ces grands espaces, seul face à tous ces sauvages, à la nature, etc. Et j'ai l'impression qu'en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis ou en Israël, il y a ce rapport-là on lâche des armes parce que l'État est trop faible à ce moment-là. Sans les armes, et dans le cas israélien, sans l'armée ou le militarisme, la Palestine n'aurait pas pu être prise, en fait. C'est tout simple. Elle ne peut pas continuer à être contrôlée, en fait. C'est aussi simple que ça, en fait. On va pas faire des sciences folles. Pour rentrer plus dans l'histoire du projet sioniste en Palestine, au départ, il y a des divergences sur les moyens de venir coloniser la Palestine, et pendant un certain moment, tournant du 19e, début du 20e, c'est plutôt les solutions dites diplomatiques, sous l'égide de différents empires, on essaye de jouer nos pions, d'acheter des terrains de façon ambiguë, etc. Mais petit à petit, on se rend compte, surtout du côté de ce qui va devenir la droite sioniste, des révisionnistes, qu'en fait, il va y avoir un conflit. On ne peut pas éviter le conflit parce que les indigènes, ils savent de plus en plus ce qui est en train de leur arriver dessus, et du coup, il y aura une confrontation. L'autre partie, celui de Ben Gourion, était un peu plus en mode on va essayer de grappiller le plus de soutien possible des Britanniques avant, etc. Au bout d'un moment, il y a eu un déclic on va dire, autour des années 30, milieu des années 30, où on s'est dit, en fait, il faut constituer, il faut transformer ces quelques petites milices coloniales qui gardent nos colonies en véritables armées, il faut aller chercher des armes, et du coup, petit à petit, ça s'est fait dans le dos des Britanniques, mais en gros, quand même avec des entraînements, enfin bon, on va pas rentrer dans l'histoire, mais en gros pour vous dire, c'est évidemment lié à l'histoire de l'impérialisme et du colonialisme. Je reviens juste sur cette image-là parce que pour vous dire à quel point l'armée et le militarisme est intégré dans tout le quotidien israélien. Là, on a une image qui est prise à l'université de Tel Aviv. Je ne sais pas qui d'entre vous est étudiant, mais qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir en amphi quelqu'un qui se balade en M14, je ne sais pas, M4, je ne sais pas comment s'appelle cette arme, mais en gros, qu'est-ce que ça fait? Sans parler, je vous renvoie vers BDS qui parle beaucoup mieux de ça, de boycott académique, à quel point l'armée et l'université, l'académie israélienne font en termes de formation, en termes de structure, en termes d'accueil des soldats, en termes de création, d'élaboration de techniques, de surveillance. Tout ça est déjà documenté, mais ça va bien au-delà de ça. En Israël, c'est vraiment le quotidien, c'est-à-dire la radio la plus écoutée du monde, du pays, c'est les ondes de l'armée Galei Tzahal. Tzahal, c'est le nom de l'armée, c'est la radio. Tu rentres dans une taxi, c'est ça. Tout ce qui est presse, c'est censuré. Mais il y a la censure militaire, c'est une institution gérée par l'armée qui contrôle toutes les publications, que ce soit théâtre, télé, presse, radio, toute chose qui a à voir avec la sécurité, l'armée, l'international, doit passer la validation par la censure. Donc ça, c'est fait. Il y a aussi, évidemment, l'éducation chez les enfants. Il y a l'aspect, évidemment, du complexe industrialo-militaire. Israël étant le pays avec la 5e ou 6e puissance militaire mondiale pour un pays, l'un des plus petits pays du monde, je vous laisse deviner quel poids a l'industrie de l'armement en Israël, est-ce que ça représente matériellement en termes d'emploi, en termes d'économie de guerre, et comment en fait ce pays ne peut pas fonctionner avec la paix. En fait, évidemment qu'on disait la colonisation est faite par ça, mais en fait il faut aussi parler matériellement. On ne peut pas réfléchir à la paix dans un pays où la guerre est la seule option pour vivre. Ça constitue l'identité des gens. C'est comme ça qu'ils existent, c'est leur fierté. C'est comme ça qu'ils rencontrent, qu'ils socialisent. Pour vous dire que, parce qu'en fait, quand tu vas dire à quelqu'un, mais en Israël, il n'y a pas de civils, il n'y a pas de militaires, il n'y a que des colons, où l'un égale l'autre, on va te dire, moi, c'est ce qu'on m'a dit sur un plateau de Mediapart, où j'ai essayé d'expliquer que l'histoire des kibboutz est une histoire militaire de fait, une histoire de conquête, de violence, etc. Il y a un historien de l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je sais pas, faudra demander à Mediapart, il connaissait pas le sujet. Il m'a dit, vous mettez une cible dans le dos de tous les Israéliens. Alors je l'invite à regarder la propagande officielle de l'armée et me dire si la question de civil-militaire est posée. Quelle réponse donne l'armée à cette question? Les paroles, et ça importe peu si c'est au milieu d'un match de foot ou je sais pas quoi, tout le monde, lorsqu'on les appellera au drapeau, va débarquer. Ils disent ce n'est pas la réalité de Marvel, c'est notre histoire. Ça, c'est une unité spéciale qui s'appelle Hawkets. C'est une unité qui est spécialisée dans l'entraînement des chiens. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, il y a eu des révélations qui ont été faites sur l'usage qui est fait des chiens par l'armée israélienne, par l'armée, la police, l'armée israélienne dans les prisons, des chiens qui sont entraînés et dressés pour violer les détenus. Oui, on a vu. Voilà. Donc de la petite balade avec ton petit cocker.
Nous sommes un peuple de super-héros, ça c'est le riche. Dans chacun de nous se cache toujours un soldat. Mais Prêt à sauver le monde. Voilà, alors qu'on n'aille pas à me dire que Oui. dire qu'en Israël, dans chacun se cache un soldat, c'est les mettre en danger. C'est assumé, c'est construit, c'est revendiqué. L'avis de Mediapart de dire attention à ne pas mélanger les civils et les soldats, il y a une différence. C'est l'avis de base parce qu'ils fonctionnent par analogie par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés à nous. Je dis pas que nous, on n'a pas une puissance coloniale, impérialiste, etc. Mais chez nous, la distinction entre civil et militaire, elle est quand même voilà, un peu plus HD, cadrée. Comme tu disais, en Nouvelle-Calédonie, la question se pose différemment. Mais en Israël, nos analogies civiles-militaires, gauche, extrême-droite, etc., elles ne fonctionnent pas. Parce qu'on est dans le contexte d'un état d'apartheid. Voilà, ça c'est une autre page à la gloire de l'armée. Mais je pense que là, l'angle est plus religieux. Voilà, il y a un parallèle pour dire que faire l'armée en Israël, s'engager pour occuper, coloniser, etc., est mis en parallèle avec aller faire sa prière à la synagogue. En mode, il y a le côté sacré quoi, d'aller faire Il y a l'armée, un côté sacré. un peu mourir au combat, une sorte de... C'est ton identité. Ouais. C'est t'es juif comme tu es soldat. Cette année, pendant Kippour, ce ne sera pas juste les synagogues qui vont se remplir. Des dizaines de milliers de réservistes seront en pleine opération militaire, qui vont détruire l'ennemi, ramener les otages. Évidemment, on a appris que des dizaines d'otages, de façon vérifiée, ont été tués par l'armée israélienne, parfois avec des balles, parfois avec des missiles. Donc voilà, ça marche plus trop cette. Moi, j'aime beaucoup là le chat. Ouais. J'aime beaucoup là. Il y a eu Les un terme, djihadistes. le terme de djihadiste, là, d'aller partir au Aïe, combat, aïe, aïe. parce que moi je me rappelle beaucoup de l'époque François Hollande où il y a des Français qui sont allés se battre contre Bachar al-Assad. Vous vous souvenez, au tout début c'était plutôt valorisé. Et ensuite, ils se sont dit, ah bah putain, non, en fait, c'est des islamistes, du coup, on leur a enlevé la nationalité. Et aujourd'hui, on a des citoyens français, franco-israéliens, qui sont allés à Gaza participer au génocide, tuer des gens, même qui se sont vantés sur les réseaux sociaux. Pas très compliqué de savoir qui c'est. Et qui reviennent derrière en France, qui vivent tranquilles, ils sont peut-être à la Côte d'Azur, peut-être à Paris, c'est peut-être vos voisins. Mais c'est pas pareil. Moi, ça m'effraie, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais pas pareil. c'est pas le même djihad, donc. Mais non. Mais là, du coup, on touche à une autre question. Je pense qu'on j'invite des TEDx et à d'autres collectifs comme le Collège décolonial, le PIR, l'UJFP qui développent cette notion-là, celle de philosémitisme, qui comprend pourquoi l'attitude envers la minorité juive diffère de celle des autres minorités raciales et comment ça s'inscrit dans l'histoire longue de la colonisation et du racisme. Là, on a une publication de la mairie, de la municipalité de Tel Aviv. Tel Aviv qui est censée être l'éclairée, la progressiste, la LGBT-friendly, qui nous dit « Regardez combien de réservistes il y a autour de vous. Merci aux 36 000 réservistes habitants de Tel Aviv-Yafo. » Donc, quand vous allez boire votre petit gin tonic en vacances à Tel Aviv en vacances, n'oubliez pas de dire merci au barman d'avoir rasé des maisons en Palestine. Voilà. On vous laisse regarder quelques clips aussi. Franchement, on n'est pas obligé de tous les mater. Tu vas te faire fuir tout le monde. Mais choisis-en un ou deux. Mais j'ai vu, ça fait des vrais là. Celui-là, 48 millions de vues. Regardons, le sujet c'est, on est au lendemain du 7 octobre. La fièvre nationaliste, militariste, génocidaire prend la société israélienne de plein fouet. Très facilement, on peut se dire mais comment ça se fait du jour au lendemain ils sont devenus génocidaires, c'est fou. Eh ben non, parce que c'est une société coloniale et c'est inscrit dans l'ADN de la colonisation de peuplement d'être génocidaire. Et donc du coup, on voit fleurir des vraies chansons de propagande, de guerre, parfois un peu plus adressées aux jeunes, parfois non, on va voir. Mais regardez, 38 millions de vues, ça c'est le plus connu d'entre eux. Harbu Darbu, et il me semble que c'est quelque chose qui vient de la Bible, et en gros ça veut dire détruisez tout, pour faire vite. Ok. Ambiance, voilà. Ils n'ont pas une dégaine de colon, ça va, non? Bah c'est yo le rap. Tu te prends pour qui? Est-ce que tu penses que tu vas crier Free Palestine gratuitement, sans conséquence? Il te fout, il crache. Fils d'Amalek. Ça, c'est vraiment le discours des messianiques. En gros, l'Amalek, c'est censé être l'ennemi, le némésis du peuple juif dans la Bible, quoi, en gros. Ok. Gauche-droite.
Tout le pays est en uniforme de la Galilée jusqu'à Eilat. Là, il cite des unités, dont des unités d'élite connues pour leur massacre. Tous les unités, soyez prêts. 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3, shoot. Wow. L'artillerie, Chirion, c'est l'artillerie. Ensuite, là, il nomme les différents corps de l'armée. C'est pour vous donner l'ambiance. Ah oui. Voilà. Et là, on est dans la jeunesse, cool, ça écoute ça dans les bars, dans les discothèques, etc. C'est quoi la différence avec les chants d'aller, tu sais, je sais plus, pour aller en Syrie, d'aller tuer des gens. Enfin, c'est La affreux, différence que là, ils c'est appellent au meurtre. western, Shoot. c'est western coded, Ouais. quoi. Ça veut dire que Ouais. si je le mets en mute, je me dis, il y a les drapeaux, etc. Il y aura des images de soldats, mais t'es en mode, je sais pas, c'est TikTok, quoi. Tu vois, je sais pas comment et dire. ça passe bien, ça Sans les passer pour codes. un boomer. En vrai, ils prennent les codes occidentaux, c'est du rap, Ah ouais. c'est cool. Mais en gros, c'est des appels au meurtre. Oui, faut appeler ce que Ouais. c'est. Hein. C'est du rap génocidaire. Parachutiste, armée de l'air, soyez tous prêts. Voilà. Golani, c'est connu. Ouais, on a compris l'idée. On comprend On mieux. comprend l'idée. On comprend mieux comment des bébés, des enfants, ils ont une balle dans la tête après. Hein. Franchement, y a rien d'étonnant. Et moi, il y a un truc qui me paraît important, c'est à chaque fois que vous entendez dans les médias, y compris les médias de gauche, une focalisation sur les colons des territoires occupés, Ben Gvir, Smotrich, les kahanistes, les extrémistes, la coalition Netanyahou, pensez à eux et aux Tel Avivi qu'on a vu avec leurs fusils à l'épaule en train de balader leur bébé et posez-vous la question, sur qui je dois me focaliser? Est-ce que je dois me focaliser sur les méchants extrémistes qui portent une kippa et une barbe? C'est très confortable, hein. D'ailleurs, en venant de France, que tout d'un coup on vous dit que le problème c'est les religieux, c'est les plus religieux. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est une société dans son ensemble parce qu'elle tolère tout ça et tout ça c'est la même engeance, la même entité? Lui, c'est important d'en parler parce qu'il fait sa tournée en France, il est venu en France et il y a eu même un mouvement Eyal Golan pour empêcher sa venue parce que lui il a eu des déclarations ouvertement génocidaires depuis toujours. Voilà, dans les images c'était vraiment en mode full soutien à l'armée à Gaza, à Israël Chai. Son concert à Paris, c'était vraiment un moment de liesse pour, faut pas se cacher, une population juive complètement matrixée au nationalisme israélien. Il leur offre un espace, si vous regardez des vidéos, où ils peuvent venir brandir les drapeaux israéliens, faire des chants, il y a des images de soldats de la guerre qui sont diffusées. Pourquoi ce genre d'événement est autorisé? Sachant que lui, en plus, il a des accusations de pédophilie, de viol au cul en Israël. Comment il s'appelle? Eyal Golan. D'accord. Il y en a pour tous les goûts, ça c'est plus pour les retraités. Ça c'est une reprise d'une chanson des années 80. Ce mec il a dit allez je la refais. Le texte est intéressant, ça s'appelle Vous n'allez pas me vaincre, vous n'allez pas gagner. Bienvenue, unité à côté de Gaza. Là il n'y a pas d'ambiguïté sur à quoi sert cette chanson, c'est de la propagande. Et lui c'est la variété quoi. Je vous entends pas, je baisse un peu. Combien de vues? 13 millions. Ah oui, on n'a pas vu les vues. Bon, c'est toujours au-dessus de 10 millions, parfois ça va vers 20, 30. C'est la bande son de l'Israélien moyen depuis le 7 octobre. Le drapeau de Druze, voilà. C'est pas des chansons de propagande niche boostées par Oh là, l'armée. non, il n'y a pas de dog whistle, c'est pas le compte officiel de l'armée, c'est des artistes israéliens qui, voilà, ils se dévouent pour la cause, parce que c'est le peuple est en demande, en vrai. Mhm. Et là aussi, regardez, il est où Ben Gvir, il est où Smotrich, ils sont où les colons de Judée et de Samarie. Là, c'est l'armée, c'est l'institution la plus forte d'Israël, c'est la 5e puissance militaire au monde. Je pense que c'est 10% du PIB israélien, l'armée. Donc c'est la toute-puissance en Israël, c'est le centre de la société. On voulait parler rapidement de la jeunesse, l'endoctrinement de la jeunesse. Ouais. Tu nous avais sélectionné cette vidéo-là. Ouais. Qu'est-ce que- Alors, en Israël, et du coup pour les juifs et juives, il y a une fête qui s'appelle Purim, qui est un peu le pendant du carnaval, du Mardi Gras, qui tire sa racine dans une histoire enfin, elle est pas, bon, je rentre trop dans les détails, mais elle n'est pas biblique, mais en gros des textes traditionnels religieux. Si vous voulez le lire, il y a des textes sur Tzedek, sur cette fête-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants se déguisent, tout le monde va déguiser à l'école, c'est la fête. Pendant le génocide à Gaza, dans une vidéo publiée il y a 2 ans, c'est la chaîne officielle israélienne qui s'appelle Cannes. Ils ont fait une petite séquence télé sur la popularité de certains déguisements auprès des jeunes
dans cette période si particulière. Voilà, attends, je sais. sont vraiment admirables. Ça, c'est une boutique de déguisement. Alors, Noah Kirel, c'est une star israélienne. Lilo Stitch, Barbie, les Schtroumpfs. Voilà. Matkal Shayetet, Magav Golani. C'est des unités. שנה עמדו התחפושות של אנשי כוחות הביטחון בצל גיבורי העל המוכרים או נסיכות דיסני. הפעם, מהפך. On voit un changement depuis l'année dernière où avant il y avait les super-héros de Marvel et Disney. Cette année, des nouveaux costumes sont les plus favoris, les plus populaires auprès des jeunes. בעצם בשנים קודמות הייתה עמדה כזאת קטנה חמודה כזאת לשוטרים ולחיילים. Elle dit avant c'était dans un coin de la boutique, mignon, petit, timide, et cette année ça prend toute la place. Il y a aussi faut oublier les policiers. Et les autres organes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, en France, il y a la police, c'est vrai. Il y a là le délire de la patte patrouille. Il y a la police. Moi, ça me fout le cafard, la patte patrouille. Il a le chien déguisé en policier. Moi, c'est une propagande déguisée. Mon neveu, il kiffe trop la patte patrouille. Putain, je le vois différemment. Ouais, ils vont se déguiser en flic, machin. Putain, c'est clair. Fais gaffe, ou en cow-boy et tout. Attention. C'est vrai, le déguisement policier, ça craint déjà. Mais là, t'imagines, t'as un degré de pression, tu choisis ton unité. Moi, je veux être parachutiste, moi, je veux être Douvdevan. Douvdevan, c'est ceux qui se déguisent en rebeux pour aller dans les camps de réfugiés. Je veux être lui. C'est du délire. Voilà. בעקבות המלחמה בעזה ומצב הרוח הלאומי, suite à la guerre à Gaza et l'atmosphère nationale, on dirait que les enfants veulent s'identifier avec leurs vrais héros. Nos soldats sont des héros, ils gardent sur nous. Grâce à eux, on peut continuer la routine. Pour moi, c'est ça le militarisme. On peut continuer la routine. C'est-à-dire que la routine, c'est la guerre. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a plus de... Dans un État, avec toutes les réserves qu'on dit sur les démocraties occidentales, etc., l'armée, ça reste, au moins dans l'imaginaire, l'exception. C'est l'ultime recours, c'est ce truc dans les marges dont on parle pas trop. En Israël, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est la routine. C'est pas une époque particulière, tu vois, c'est une époque normale. לא עדיף אולי גיבורי על כאלה, אני יודע, ספיידרמן, סופרמן. לא יודע, כרגע אני מקדיש את זה להם. ולא רק שוטרים וחיילים נראה כאן בחג, אלא גם שוטרות ולוחמות. Voilà, il y en a même... Ah, tu avais raison sur le côté haut, il y a même des soldats et des policiers, c'est pas que pour les mecs. Voilà, bon. Vous avez compris l'idée, hein. Le mélange entre innocence, endoctrinement, et moi je peux vous en dire, je peux vous en dire non, parce que j'ai grandi dans ce pays-là, dans cette société-là, et l'armée est présente dès le plus jeune âge. J'ai des amis qui ont des enfants là-bas à l'école maternelle, ils font des tanks en rouleau de PQ. Genre c'est l'activité scolaire, maternelle, vous avez compris. On doit aussi tirer des leçons en termes de le militarisme sous-jacent dans nos sociétés, qui est prêt à jaillir, je pense. On le sent aussi parfois, par moments, on nous a sorti un petit SNU, d'autres tentatives comme ça. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans les années à venir, mais c'est sûr que dans la société française, il y a des personnes, ils sont prêts à dégainer le drapeau, l'uniforme, etc. C'est moins normalisé que dans une société coloniale. Je pense qu'aux États-Unis, par contre, il y a un peu la même ambiance. L'armée, etc., on les voit beaucoup, beaucoup plus souvent. Après, voilà, moi je suis peut-être un maxeur, mais je pense qu'il y a quand même une spécificité avec la société israélienne, parce que ça s'est fait très très vite, il y a très récemment, de par peut-être la géographie du pays et du fait qu'il n'y a pas de profondeur stratégique, il n'y a pas de territoire immense comme les États-Unis, il y a un besoin, entre guillemets, pour maintenir la colonie, pour que tout le monde y soit, tu vois, il n'y a pas d'espace, pas de distance des frontières, des ennemis qui permettent des espaces de zones d'accalmie, etc. C'est-à-dire que tout le monde doit être sur le qui-vive, comme ils le disent dans leurs chansons, tu vois. Moi, j'essaye de ramener à la France parce que je pense qu'il y a beaucoup de camarades et de gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent avoir ce réflexe de se dire ah bah en Israël c'est pire, ah bah là-bas c'est pire, et du coup, moi vraiment là dans ma même méthode, c'est toujours essayer de ramener à. T'as raison. Parce qu'après ils vont se dire ah mais non, regarde aux États-Unis c'est pire, ils ont tué George Floyd, nous il y a pas de violence policière, et voilà, en tout cas moi je bourrine énormément là-dessus. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour contredire. Il y a un service militaire obligatoire. Il y a un service militaire obligatoire en Israël, mais pour être plus précis, c'est un service militaire obligatoire pour les juifs non ultra-orthodoxe. C'est que c'est un peu pointilleux. Normalement, on dit qu'il y a un service militaire obligatoire. Mais il faut dire que les Palestiniens de l'intérieur ne sont pas obligés de le faire. Les Juifs ultra-orthodoxes ne sont pas obligés de le faire. Ils ont des autorisations, des permissions. Évidemment que ça arrange parce qu'il y a plein de privilèges qui naissent du service militaire, tant financiers que sociaux, etc. Donc la population qui va faire l'armée, ça reste quand même une énorme majorité de la population, doit le faire à 18 ans. Pour les mecs, c'est 3 ans. Pour les meufs, c'est 2 ans. Souvent, ça va plus parce qu'on va être officier, parce qu'on fait un cursus qui ressemble un peu à de l'universitaire, une fois de plus l'imbrication avec l'académie, parce que ça va ouvrir des portes dans le high-tech, du travail, dans la politique. Quand on regarde l'élite israélienne, elle n'est pas passée par des grandes écoles comme en France. Elle est passée par l'armée, par des postes et par des longs parcours militaires.
là aussi, l'armée est structurelle. Elle structure la société. Tout se fait là-bas. En gros, si tu veux te lancer en carrière politique et t'as pas fait l'armée, impossible. Ça n'existe pas. Si t'as pas des hauts faits, t'as pas été là pour telle opération, t'as été intégré, ça va être très compliqué. Netanyahou est un cas particulier parce que lui, il n'a pas fait un long service militaire et il n'a pas été très gradé. Et si vous allez sur sa page Wikipédia, ils écrivent le moindre truc. C'est genre le jeudi truc, il a fait ses lacets, machin, juste pour essayer d'étoffer le chapitre militaire qui est inexistant pour lui. Et souvent, c'est reproché par l'opposition militariste de dire de toute façon, on peut pas lui faire confiance, il n'a pas été à l'armée comme nous. Et là, l'opposition, c'est souvent des personnes qui mettent très en avant le militaire. Par exemple, sur un service de 3 ans, c'est pas t'es à l'école, t'apprends, enfin, il y a bien sûr ça, t'apprends à manier une arme, tout ça, mais t'es déployé ça dépend. Sur le terrain. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. En gros, évidemment, tu as différents corps de l'armée, différentes unités. Pendant ton parcours, tu peux bouger, mais en gros, ce qui est sûr, c'est que tu vas être affecté sur une base militaire, proche de chez toi ou non. Tu vas rentrer chez toi le soir ou non. La plupart vont rester la semaine, revenir le week-end, etc. Il y en a qui restent 3 semaines, qui reviennent après. Mais en gros, ça va beaucoup dépendre de ton profil, entre guillemets. Si t'es comme moi allergique, asthmatique, avec des lunettes, bah tu seras pas pilote de ligne. Par contre, si tu viens d'un milieu très aisé et t'as des connexions, parce que comme dans tout espace social, bah ça marche le piston. Et si toi tu as envie de faire une carrière dans la presse, il y a une unité pour toi, l'unité porte-parole là. Parfait. Donc du coup, si tu as des contacts, tu peux y aller. Et si jamais tu viens de la marge de la société, tu viens des classes subalternes, bah en fait, tu vas évidemment te retrouver soit conducteur de camion qui va ramener des provisions, soit cuisinier. Bref, tu vois, il y a toute une hiérarchie sociale qui... Et donc, pour plutôt les classes privilégiées en Israël, qui veulent intégrer les unités dites d'élite, donc en fait, c'est les unités les plus violentes de l'armée, pour accéder à ces unités hyper prestigieuses, il y a des prépas qui se font pendant le lycée. Et donc, là, c'est une pub d'une de ces prépas pour intégrer... Voilà, ouais, son logo pour l'unité Duvdevan qui est connue pour faire des raids sur par exemple Naplouse, en Cisjordanie, sur des camps de réfugiés, être hyper violent pour se déguiser en palestinien pour faire des interventions, etc. Et ça fait rêver évidemment beaucoup de lycéens en Israël. Ils s'inscrivent dans ces prépas pour maximiser leurs chances d'y accéder. בואו נעשה רגע סדר. אם אני מוכר לכם, יכול להיות שזה מפה. בשנתיים וחצי האחרונות מה שהתעסקתי זה להכשיר בני נוער לשירות משמעותי ביחידות מובחרות, ועכשיו אני יוצא למסע נוסף. אני רוצה לתת ללוחמים את היכולת לסיים מסלול בצורה הכי מטורפת שיש, בלי להתעסק בשיט של כל הלוגיסטיקה הזאת, הכל עלינו, אתם צריכים רק להגיע ופשוט ליהנות בדיוק כמו שמגיע לכם. אז אם אתם בדיוק לקראת סוף מסלול, זה הזמן לדבר איתנו. L'idée derrière, c'est pas de vous dire regardez, il y a ça, c'est de vous dire regardez, c'est normalisé. Genre, c'est sur TikTok, il y a ce business-là, il existe. On prend des jeunes, on leur dit votre rêve, on l'a vu, hein, c'est de se déguiser en pilote qui va bombarder des enfants. Bien sûr, eux, ils se le disent pas comme ça. Votre rêve, 10 ans plus tard, c'est d'intégrer telle et telle unité, c'est possible. Inscrivez-vous, vous payez, vos parents payent, etc. Donc évidemment, il y a en France aussi, ça existe ce truc-là. Mais là, c'est pour intégrer l'armée. Évidemment, d'ailleurs, on peut aussi parler de privilèges sociaux. Enfin bref, ça s'imbrique, etc. Parce que ceux qui vont dans ces unités se constituent un carnet d'adresses, de trouver du taf, etc. Toute la société est construite autour de l'armée, quoi. Autre petit morceau, voilà, pour vous dire, il y a cette boutique de matos militaire. On dirait Vald. C'est vrai, voilà, avec l'appareil dentaire, voilà. Lui, à chaque fois, il demande qu'est-ce que tu es venu acheter, jeune homme? Et il est en mode, moi, je suis venu acheter une sangle pour mon arme, parce qu'en fait, l'armée fournit des trucs, mais c'est pas assez stylé, ou c'est pas assez, voilà, confortable, donc je viens acheter une cagoule en plus, un truc, un patch un peu stylé pour le truc. En fait, on est presque en mode, dans l'ordre du loisir, quoi. Tu vois, genre en mode, ça fait partie de ta vie. Et c'est l'armée. Tu vois, genre en France, une fois de plus, je fais pas le bandeur de la France, c'est horrible, tu vois. Mais c'est comme ce débat. En fait, on est de moins en moins choqué de voir que parmi la police, les policiers sont cagoulés, ils portent des patchs Punisher, des patchs croisés, etc. On est de moins en moins choqués. Mais il y a quelques temps, on était un peu choqués. On était vraiment genre, waouh, que fait la hiérarchie? Cette question, elle se pose pas en Israël. C'est vrai que c'est freestyle. Tu fais ce que tu veux parce que c'est civil. Tu vois. Bah toi, c'est là, ce que tu dis, c'est un processus général dans toutes les couches de la société. Là où nous, ça va être plutôt l'extrême droite qui va prendre les sacs militaires, qui va jouer au, comment on appelle ça, c'est pas le paintball, mais le airsoft le week-end. Enfin bref, ça reste niche, mais
Mais c'est que c'est pas une société autant coloniale. Enfin, on n'est pas dans la colonie de peuplement, on est dans la métropole impériale. Bon, du coup, on était sur le sujet de la jeunesse, de l'endoctrinement. Donc, on n'est pas trop rentré dans le détail de comment ça se fait sur l'armée, mais évidemment, ça se fait par des chansons, par des cours, par son cercle familial. Dès que t'es tout petit, tu sais que tu vas aller à l'armée, tu rêves d'aller dans telle unité, etc. Mais il n'y a pas que ça qui permet de rentrer dans cette atmosphère fasciste en Israël. Il y a aussi, à côté de ce sentiment de toute puissance de l'armée, il y a aussi un sentiment, aussi paradoxal que ça peut être, de victime éternelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui anime tous les fascismes. En fait, il y a forcément une menace existentielle sur laquelle il faut se préparer. En Israël, ça va s'inscrire beaucoup sur la question de l'antisémitisme. Ça va instrumentaliser l'antisémitisme, l'identité juive, l'histoire juive, notamment l'histoire de la Shoah, de l'Holocauste, pour venir dire aux jeunes que leur vie est en danger à l'extérieur d'Israël. Leur vie est en danger s'ils n'ont pas une arme, que tout le monde vole leur mort, etc. Et là, il y a ce petit extrait que je vais laisser en entier pour le coup, ça dure 1 minute 20, extrait d'un documentaire qui est disponible sur YouTube gratuitement, qui s'appelle Defamation, comme diffamation, qui est vraiment un très bon documentaire. Je vous conseille aussi d'aller voir ce compte sur Twitter qui est très bon. L'idée du documentaire, je vais juste vous expliquer en 2 mots. En Israël, dans le parcours de l'endoctrinement, comme on peut l'appeler, en première, tous les élèves font un voyage en Pologne. Ils vont avec leur classe faire les visites de différents ghettos, de camps d'extermination, de camps de travail, etc. pendant 1 semaine. Et c'est l'occasion, vous me direz, bah, écoute, c'est trop bien, c'est un voyage pédagogique pour leur rappeler l'histoire du racisme, du nazisme, la résistance au nazisme, etc. Ouais, le communisme, bien sûr. Évidemment que c'est pas ça le sujet. C'est l'occasion de venir raviver la flamme nationaliste chez eux, de venir faire le pont entre ce qui s'est passé en Europe sous le nazisme et de façon très tordue ce qui peut se passer en Israël, parce qu'évidemment les Palestiniens sont des nazis en puissance et tous les Arabes de la région aussi. Et du coup c'est un documentaire qui suit une classe dans ce voyage-là, c'est hyper bien, je vous le conseille. Là du coup c'est un petit extrait. Donc là ils sont au ghetto de Lublin. Israël? No to mów po izraelnie tam gadasz po-chińsku. Ja myślałem, że z Chin jesteście. Alors attends, moi je vais faire les sous-titres. Tu veux que je le fasse? Là il lui dit tu viens d'où? Non, comment ça va? Israël. Comment ça va? Ouais. Lui il dit Israël et du coup il lui répond bah parle israélien, pas chinois. Ouais. Là, les anciens ils blaguent un peu quoi. Je pensais que t'étais de Chine. Et là, la fille, les 2 filles, il lui demande qu'est-ce que vous venez d'où? Est-ce que vous venez d'Israël? Il dit English. Il parle mal d'Israël. Il dit qu'on est des putes. Pardon le stream. Et là, du coup, elle se dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles à quelqu'un comme lui? Le professeur qui vient. Pourquoi tu parles à lui? Ronnie, viens, arrête. Hop, dégage de là. Faut pas parler à eux. Elles sont drôles ces filles. De quoi elles parlaient? Ha ha ha. Et le documentariste, il dit... Documentariste? Le réalisateur, il dit c'est qui ce mec? C'est l'agent de sécurité. Là, je vais vous dire 2 mots après. Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous protège de l'antisémitisme. Il nous garde pour pas qu'on nous agresse. Pas qu'on nous fasse du mal. Tu penses que ça peut arriver? Oui, par exemple, ce matin, les 3 vieils hommes sur le banc, là. Ils ont entendu qu'on était d'Israël, ils ont fait des visages, ils nous ont appelés singes, ânes, ils voulaient presque nous embrouiller. Ils ont rien dit de la sorte. Non. Si. Non, ils ont rien dit. Ça, c'est juste un extrait du documentaire qui nous montre donc l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de l'histoire de la Shoah qui est faite chez les jeunes israéliens. Ce monsieur que vous voyez là, visage flouté, c'est sûrement un agent du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure israélienne. C'est eux qui sont connus pour torturer des Palestiniens dans les prisons, dans les interrogatoires, etc. Et eux, ils sont là pour protéger les Israéliens, les enfants israéliens là dans leur sortie. Moi, dans mon expérience, lorsque j'étais en France, ils étaient aussi là quand il y avait des Israéliens. Quand moi, j'allais à l'école israélienne qui était à Paris, c'était pas une école juive, une école israélienne, donc uniquement des Israéliens. Ils protégeaient, ils fouillaient les voitures à l'entrée, à la sortie. Ils sont toujours armés. Parfois, ils ont des informations. Ils te disent il faut pas sortir. Ils ont des conseils. Ils te disent il faut pas parler hébreu en public parce que sinon tu es en danger. Donc en fait, on installe depuis le plus jeune âge un sentiment de paranoïa, un sentiment de on nous déteste. Il y a une chanson très connue en Israël qui dit on nous déteste, mais qu'ils aillent se faire foutre. C'est une chanson très connue du folklore israélien et ça résume bien l'idée parce que on pourrait se dire
pour avoir le bon soupçon. Tu te dis, on nous déteste, mais pourquoi ? Essayons de comprendre pourquoi. Réparons le truc. Bien sûr, on n'est pas dans ce schéma-là. Mais là, c'est pas ça. C'est on nous déteste, gros doigt, on les tue. Tu vois, c'est ça la psyché. Et ça permet un peu de comprendre aussi cette rhétorique d'amalgame antisionisme, antisémitisme, en fait, de dire que si on critique nos actions, nos choix, nos politiques, c'est de l'antisémitisme et on va pas plus loin, quoi. Exactement. Ça, c'est dans la tête de tout Israélien. Il y a une confusion majeure sur ce qu'est l'antisémitisme, parce qu'il y a une confusion sur ce qu'est l'État israélien, en gros. Du moment que tu te dis l'État israélien et l'État juif, tu t'attaques à l'État juif, t'es antisémite. C'est comme si tu t'attaquais à un juif. Et cette confusion, bon, on va pas revenir sur la loi Yadan, etc. On a heureusement fini cette séquence, j'espère que ça va pas reprendre. Ça revient au mois de juin. Ça revient au mois de juin. Désolé. Okay. De toute façon, ça va pas finir. Ils vont pas lâcher l'affaire. Mais pour vous dire que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans l'hémicycle, dans le Parlement français, il appelle Israël l'État juif. C'est-à-dire, au plus haut niveau de l'État, de façon impunie, on crée cette confusion dangereuse par mille et une raisons dont on a déjà parlé. En ce moment, ça tourne beaucoup les vidéos où on voit des Israéliens pendant leur voyage en Amérique du Sud, en Asie du Sud, etc. Après l'armée, beaucoup d'Israéliens vont faire un petit voyage pour se retrouver, etc. Et évidemment, le contexte actuel fait que quand ils tombent nez à nez avec d'autres personnes, souvent ça se passe pas très bien. Souvent aussi parce qu'ils ont une attitude de connards, parce qu'ils sont élevés dans un sentiment de toute puissance, de toute impunité. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, ils comprennent pas. C'est vraiment fou. Il faut regarder les vidéos. En Thaïlande, surtout, il y a eu des gros sujets là-dessus. Au Brésil, etc. Et en fait, c'est parce qu'ils disent, mais les gens détestent Israël. C'est fou, ils comprennent pas. Ils sont mal informés. C'est vraiment ça. Les gens, ils sont endoctrinés. Ils sont sous propagande. Le monde entier est sous propagande. Alors que les militants de gauche, c'est eux qu'on accuse de faire l'amalgame entre judéité et politique israélienne. Alors que c'est au cœur de la rhétorique de l'État israélien, de ses institutions qui les représentent en France, tout ça. Et à la fin, c'est ça qui crée de l'antisémitisme. C'est pas les critiques du sionisme et de la politique israélienne, quoi. Donc on nous accuse, encore une fois, la gauche, de faire un truc que c'est l'autre camp politique qui fait, en fait. On peut dire c'est ça qui produit l'antisémitisme, ou du moins, c'est ça qui empêche d'avoir une lutte efficace contre l'antisémitisme, contre le racisme. Déjà, il y a une grande histoire de l'antisémitisme en Europe, ça c'est indéniable. Notamment là, moi je pensais là, par exemple, le groupe politique Civitas, du coup des catholiques intégristes, qui eux, dans leur lecture religieuse, etc., juste antisémites vis-à-vis de l'Europe, qui mettent le juif au milieu de tous leurs problèmes. Moi j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'a jamais cessé, et qui, voilà, eux ils sont en embuscade. On a eu des éléments comme Soral, il y a eu Dieudonné, qui ont mis de la confusion à travers YouTube, etc., aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce qui met aussi un coup d'arrêt là sur tout ça, c'est notamment il y a eu les Blancs, les Juifs et nous, la Doria, Boutelja, qui ramène un peu dire voilà, il n'y a pas de racisme plus qu'un autre, et on inclut la communauté juive avec nous, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on met aussi en danger cette communauté. C'est en la mettant soit sur un piédestal, soit en dessous, soit à côté. On fait une différenciation, et ça j'ai l'impression que c'est pas clair dans la gauche. Et en tout cas là, le collectif Tzedek il ramène aussi encore cette question là, et moi j'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas d'un point de vue purement antiraciste et contre l'antisémitisme en France, c'est là-dedans qu'il faut aller et mettre de l'énergie, en tout cas en tant que militant. On est d'accord sur ce point. Il y a un mot, peut-être une notion qui manque, c'est l'idée du nouvel antisémitisme. C'est une théorie alimentée par l'extrême droite, la droite, par Israël depuis des décennies, qui voudrait déplacer les centres de production de l'antisémitisme historique, j'ai envie de dire organique, qui serait au sein de l'extrême droite, chez les fascistes, etc., vers la gauche, vers le mouvement pro-palestinien, vers les Noirs et les Arabes, vers les musulmans. C'est un mouvement de fond comme ça qui dure depuis longtemps, et c'est triste de dire, mais que cette théorie, elle a gagné beaucoup de terrain, et moi je pense qu'elle est même hégémonique, et elle a même sa place à droite de LFI. Par exemple, chez ELV, on a vu des Marine Tondelier tomber dans le piège de il faut surveiller Médine parce qu'il a fait ce jeu de mots, etc. Ça vient de là. Ça n'existerait pas s'il n'y aurait pas ces années de forcing pour dire attention au dog whistle, attention au trop. Et s'il n'y avait pas cette confusion constante d'alimenter l'État juif, en tout cas de transformer Israël en le juif parmi les nations.
en gros, de faire c'est une espèce de figure, alors que c'est un État qui a 300 têtes nucléaires. Bizarrement, quand on parle de lui, on dirait qu'on parle du pauvre juif d'Europe de l'Est qui serait victime, quoi. Pour continuer un peu sur notre lancée, parce que je pense que vous l'avez compris, à mon sens, il est moins urgent, prioritaire de taper sur les méchants colons de Cisjordanie. Même si évidemment ils sont en tête de proue de la colonisation parce qu'ils sont activement en train d'expulser des Palestiniens. La phrase de fou, je t'arrête, la phrase de fou, c'est un peu contre-intuitif quand même. Genre, oui. Non, c'est hyper la priorité, c'est pas de taper sur les Ben-Gvir et Smotrich et les fanatiques. C'est sûr que c'est contre-intuitif, j'espère que je vais avoir les mots justes, mais ce que je veux dire, c'est que stratégiquement, notre camp, ce qui nous empêche de gagner du terrain et d'être convaincant, d'être précis, c'est justement le camp libéral sioniste. Parce que c'est très facile et très clair, même pour les personnes les moins politisées, de se dire, ce colon qu'on a vu là au tout début, qui avait un débardeur, de dire, bah lui, il fait partie des méchants. Par contre, quand on va voir Tel Aviv, c'est très dur de se dire, ah, il y a un truc qui cloche là. Parce qu'en fait, on bouffe tellement de propagande là-dessus qu'on n'y arrive pas. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour s'armer mieux, il faut que dans notre boîte à outils, on intègre le fait que c'est une société qui est dans son ensemble colonial. Et de toute façon, il y a les sionistes de gauche, il y a les Mediapart, il y a les socialistes qui essayent de taper de façon très inefficace sur tout ce qui est Ben-Gvir, Smotrich, etc. À l'échelle mondiale. Et du coup, je pense qu'un très bon point de départ serait juste de parler de Tel Aviv. Tel Aviv qui est le symbole de l'Israël progressiste, de l'Israël des valeurs universelles, de la paix, de la high-tech, etc. Tel Aviv, tout comme le moindre mètre carré en Israël, est construit sur des villages palestiniens, sur la Palestine. Très précisément, la plage la plus connue de Tel Aviv, donc là on est carrément dans Street View, donc ce parc-là que vous voyez, qui est au sud de Tel Aviv, qui sépare Jaffa, qui en hébreu s'appelle Yafo, c'est une ville palestinienne qui a été intégrée à la municipalité de Tel Aviv. Donc, c'est un morceau de plage, de parc qui sépare les deux, s'appelle le parc Charles Clore, est construit sur les terres d'un village qui s'appelle Manshia. Et littéralement, sous ces petites buttes engazonnées, se trouvent les ruines du village. C'est ici qu'on vient pique-niquer, c'est ici qu'on vient faire des barbecues, c'est ici qu'on va faire son petit jogging. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il y a uniquement du gazon dans ce parc et qu'ils ne ont pas planté un seul arbre parce que très très vite en dessous, ça c'est une supposition, on se retrouve sur des gros blocs de pierre. D'accord. Juste pour vous montrer un avant-après, ça c'était le village et le parc se trouve là derrière. D'accord, ah oui. Donc vous voyez comment, enfin bon, on va pas rentrer dans une discussion d'architecte sur comment c'est surélevé, sur comment le profil de la plage a changé. Pour tout ça, je vous invite à voir les travaux d'Eyal Weizmann, par exemple, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé sur la question. Moi, ça m'évoque quand on a vu les images de Gaza complètement rasées, quoi, que tout à fait. C'est dans leur ADN de se dire on rase et on repart sur de bonnes bases, quoi. Ça sort pas de nulle part, tout à fait. Voilà, il y a 8 villages qui ont été détruits et avalés par Tel Aviv. Voilà, ça c'est la carte de Tel Aviv. Donc ça c'est le cœur des villages et le reste c'est des terres, soit des terres du village, soit des terres qui n'appartenaient pas au village mais qui ont été conquis. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit là ici ? En fait, on va faire un petit zoom sur cet espace-là. Au cœur de ce parc se trouve cette maison en pierre qui est la seule reste du village qui a été détruit. Je ne me rappelle plus du nom de cette maison qui était très très grande et très belle, qui avait un nom spécifique, un peu comme toutes les villas quoi, de l'époque. Elle est devenue un musée dédié au Hetzel. Le Hetzel, là vous voyez la maison du Hetzel, Hetzel House avec leur logo, et la milice sioniste dite de droite, donc plutôt d'extrême droite on va dire, qui existe avant la création de l'État, qui était un peu concurrent de la Haganah, qui était elle la milice plutôt de la gauche sioniste. Le Hetzel, dirigé par Jabotinsky, c'était une base de fans de Mussolini, par exemple. Ah oui, d'accord. Ils sont responsables de nombreux massacres, comme celui de Deir Yassin, comme celui de Jaffa, etc. D'actes dits de terroristes, eux qui ont posé la bombe à l'hôtel King David, très connu à Jérusalem. Et donc leur musée est installé à l'intérieur d'une maison d'une famille palestinienne, en plein cœur de Tel Aviv. Leur logo, on le voit pas très bien ici, c'est le logo du Grand Israël. Oui. Voilà. Okay. Et le slogan, c'est uniquement ainsi, Rak
car, donc uniquement avec l'arme, on arrivera à arriver à notre fin coloniale. Ça, c'est la grosse différence, comme je disais tout à l'heure, entre la droite révisionniste sioniste et la gauche sioniste. La gauche sioniste qui était toujours molle et qui avait peur, qui voulait aller au bout de ce qu'elle pouvait faire sans passer par les armes, tandis que la droite révisionniste disait il faut revoir nos méthodes, il faut aller dans le dur, on a besoin de construire une armée forte, d'être agressif, de taper fort. C'est que comme ça que les indigènes comprendront que c'est nous les maîtres ici. Donc ça, c'est le musée de cette milice. C'est une dinguerie. Et donc ces groupes-là, ils préexistaient à l'armée israélienne et ça a été des composantes à la création de l'armée israélienne. Après, ils ont été intégrés à le moment de la création de l'armée israélienne. Quand l'armée est née au lendemain de la création de l'État, c'est plusieurs milices qui sont réunies, notamment la Haganah, qui est la plus grande, qui est celle dirigée par Ben Gourion, le Hetzel, même s'ils avaient des gros clashs entre eux, et puis on a d'autres qui étaient carrément nazis, qui intègrent l'armée. Bon. Vous avez compris l'idée. La symbolique, elle est folle. La symbolique est folle. Moi, c'est un endroit qui me glace le sang. Il y a des documentaires qui ont été faits sur cette maison et sur la famille. Je ne sais pas quand est sorti le documentaire, mais quand le documentaire est sorti, la famille est encore vivante. En gros, les personnes qui sont fait expulser sont encore vivantes dans un camp de réfugiés, je ne me rappelle plus du nom. Leur maison a été transformée en musée fasciste, au cœur de Tel Aviv. Voilà, pour vous dire l'ambiance. Et bien sûr, tout ça, là, c'est construit littéralement sur des ruines. Donc peut-être que le AI slope de Trump, où il imaginait Gaza, parc, hôtel, etc., n'est pas si loin de la réalité. Il existe déjà. Bien sûr. C'est cet endroit-là, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est le cœur de Tel Aviv. La Riviera. Exactement. Qui voulait faire, ouais. Après, il y a d'autres exemples, parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis politisé sur la question, c'est par l'entrée du territoire, on va dire, parce que en Israël, en Palestine occupée, dans la colonie sioniste, il n'y a pas un coin qui n'a pas été transformé, conquis, et on ne peut pas lire l'histoire de la Palestine. Il y a beaucoup de villages qui ont été expulsés, détruits, et qui sont transformés en réserve naturelle / parc pour le loisir des Israéliens. Donc la règle, quand vous êtes là-bas, c'est dès que vous voyez un olivier, un figuier de Barbarie, un amandier, des arbres fruitiers, des terrasses en pierre sèche, des points d'eau, vous êtes sur des ruines d'un village palestinien. D'accord. Et ça arrive très souvent. Allez sur Street View, allez dans tous les parcs du KKL, vous allez trouver ces traces-là. Et évidemment qu'il n'y a aucune indication pour informer, enfin c'est pas ça qu'on veut, mais il n'y a aucun panneau d'information pour dire ici c'était tel village palestinien. On va te parler des ruines byzantines, des traces bibliques, etc. Mais bizarrement il y aura un gros trou dans l'histoire et on te dira pas qu'ici a eu lieu un nettoyage ethnique. On va juste te dire ici tu peux pique-niquer. Très rapidement, ça me fait penser, on parlait de l'endoctrinement de la jeunesse tout à l'heure, les programmes scolaires, les cours d'histoire à l'école, c'est pour aller très très vite. On est là depuis 3000 ans, en gros. C'est le retour. En fait, si tu veux, pour résumer la pensée sioniste à ce niveau-là, le mot le plus important, c'est le mot du retour. D'accord. Mais le retour se fait de deux façons. Il y a le retour à la terre, donc on revient, grâce au sionisme, on revient sur notre terre, mais aussi on revient à l'histoire. Retour à l'histoire. C'est-à-dire, toute notre présence, notre existence en tant que juif à l'extérieur de cette terre, donc pendant l'exode, qu'on soit en Europe, au Yémen, au Maroc, etc., ce n'était pas de l'histoire. On était en dehors de l'histoire. D'accord. Là, on revient. Et ça, c'est une pensée complètement antisémite. C'est aussi l'idéologie des antisémites de dire que les juifs sont en dehors de l'histoire, ils sont autres, etc. Ils sont déracinés, etc. Et donc, c'est là où on peut répondre à une question qui disait, est-ce que le sionisme est un antisémitisme ? Oui. Ça veut dire que le sionisme, en tant qu'idéologie raciale et ethno-nationaliste, qui veut que les juifs soient tous groupés en dehors de l'Europe et fondés sur une idéologie raciste, antisémite, coloniale. Pour aller plus loin, lisez les premières personnes concernées, on va dire, les pionniers, les idéologues sionistes, Herzl, Nordau, Roupin, etc. Ils étaient européens assimilés. Évidemment qu'ils ont intégré ces discours-là et ils vont jusqu'à dire que le juif, à l'époque, on parle du début du XXe, le juif est dégénéré. En Europe, c'est un parasite. Il est affaibli, il a besoin de revenir sur sa terre, de prendre une pioche, de commencer à travailler pour se régénérer. Ça, c'est un discours fasciste, eugéniste, et qui est enseigné aux écoles comme étant complètement normal. Et oui, si on peut dire, le sionisme est un projet, pour moi, plus qu'antisémite, il est eugéniste, parce qu'il vise à créer un nouveau juif, et quelque part, il a réussi.
Nadav avait commencé son intervention en parlant d'un mouvement social assez fort qui a eu lieu en Israël à partir de début 2023 contre des réformes de Netanyahou qui voulaient squeezer des contre-pouvoirs pour aller vite, qui se sont transformés en mouvement social pour la libération des otages, mais qui en gros n'en avaient pas grand-chose à faire du sort des Palestiniens et ne voulaient pas spécialement stopper la guerre pour aller très très vite. Et donc les composantes de ce mouvement social-là, il y en a plusieurs. Si on doit schématiser, pour moi, il y a deux éléments qui émergent de ces mouvements, comme on a vu tout à l'heure, qui sont quand même animés par le militarisme israélien, par le sionisme, et qui taisent plus ou moins la question coloniale. Il y a un mouvement qui s'appelle, on va dire, le gros collectif qui émerge s'appelle Frères d'Armes. C'est un collectif de vétérans, de réservistes de l'armée, donc qui incarne le côté militaire et donc qui va faire de l'expérience militaire de ces militants, de leur connaissance, de leur prestige, un peu le véhicule de leur opposition. Ils vont dire nous, on a la légitimité, on va sauver le pays, on va revenir, on a la nostalgie de comment c'était avant Netanyahou, avant que ces fous religieux ont pris le pouvoir. Là, on a une affiche, c'est pas l'organisation elle-même, mais en gros quelque chose de pareil. Les artilleurs pour la défense de la démocratie, ils ont fait une espèce de marche avec leur voiture entre deux lieux très forts militaires du roman historique national. Ensuite, ils ont été très présents et ils ont été moteurs des mobilisations. Là, on a un entretien qui est très connu et du coup, pour résumer un peu leur discours à eux, et ils prennent beaucoup de place dans les mouvements jusqu'à aujourd'hui politiques. Qui sait, peut-être qu'il y aurait un parti qui va naître de cette organisation-là. Il fédère beaucoup de monde parce qu'en fait, tout le monde les accepte, quoi. C'est les plus respectés. C'est les blancs libéraux qui ont fait l'armée. Là, c'est une interview qui a été faite avec CNN, je pense, avec 3 pilotes de ligne, dont une meuf, donc en plus banco, quoi, qui disent, je vais essayer de pas trop les paraphraser, qui disent, en gros, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça ? Parce que si vous voulez qu'on bombarde avec la chance de bombarder des enfants et des civils, on a besoin d'avoir confiance dans nos institutions pour qu'ils nous défendent. Je traduis. Si vous voulez qu'on commette des crimes de guerre, on veut avoir l'assurance que notre Cour suprême permette de légitimer ça pour qu'ensuite, quand on part à l'étranger, on ne se fasse pas arrêter à l'aéroport. C'est ça qu'ils disent, texto. Et eux, ils font partie du groupe d'opposition. Ils sont anti-Bibi, pro-démocratie. Et ils assument de commettre des crimes de guerre. Face caméra, sans cagoule. Bref. Autre composante qui, on peut le croire, est complètement à l'opposé de celle-ci, mais on va voir, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un mouvement qui s'appelle Standing Together, en hébreu Omdim Beyachad, debout ensemble, voilà, ça rappelle quelque chose, mais et en gros qui a cette couleur violette qu'on voit dans les manifestations, qui existe depuis 10 ans à peu près, mais qui ont vraiment eu une grosse explosion depuis le génocide à Gaza, avec ces manifestations, avec le retour des otages, parce qu'ils ont occupé l'espace le plus à gauche, on va dire, de ces manifestations-là, et ils se revendiquent, à la base, c'est une scission avec le Parti communiste, pour tout vous dire, il y a 10 ans. Donc, ils émergent de cet endroit-là, et du coup, ils revendiquent être une organisation à la fois juive et à la fois palestinienne de l'intérieur. Leurs trucs sont écrits aussi en arabe, etc. Donc, en fait, ils ont ce truc de dire, nous, on est la solution du vivre ensemble. Standing Together. Sauf que aujourd'hui, c'est une organisation qui est sur la liste du boycott, BDS. C'est une organisation qui va taire la question du sionisme, qui va taire la question fondamentale de la colonisation, qui va uniquement se focaliser sur la Cisjordanie, sur les méchants colons, etc. Donc ça rappelle beaucoup de choses qu'on connaît chez nous sur le sionisme de gauche. Évidemment, les organisations sionistes de gauche les soutiennent à fond. C'est pour eux l'espace dans lequel ils investissent le plus. Ils vont pas faire partie de la solidarité avec la Palestine, ils vont mettre leur pion sur cette organisation-là. Et d'ailleurs, cette organisation-là, Standing Together, quand ils vont à l'international, parce qu'ils vont beaucoup à l'international, font beaucoup d'entretiens, ils ne vont jamais contacter les mouvements de solidarité de la Palestine dans les pays où ils vont. Ils sont venus en France, ils sont allés à l'Institut du monde arabe, ils sont allés au Théâtre des Amandiers avec Wajdi Mouawad et les guerrières de la paix. Donc c'était eux les partenaires pour trouver une solution en Palestine. Donc, c'est une organisation de normalisation. C'est une organisation qui, derrière cet apparat grassroots, on est ensemble, main dans la main. Grassroots, tu peux définir ? Grassroots, c'est en gros genre organisation qui part du bas, quoi. En gros, on s'organise, un peu un truc populiste, mais apparemment, ils ont aussi en tête de se constituer en partie, eux. Dans la période, je vais quand même nuancer, rentrer un peu dans le détail avec eux, les Palestiniens de l'intérieur qui existent dans cette organisation-là ne peuvent pas être mis à égalité avec les Israéliens, les Juifs, qui sont dans cette organisation là-bas. Si ils ont beaucoup de Palestiniens
au sein de cette organisation, c'est vrai, ils revendiquent 40-60%. 40% de Palestiniens, 60% d'Israéliens. Je crois qu'ils ont genre 6 000 membres, 7 000 membres, ce qui n'est pas rien dans un contexte fasciste en Israël. Mais en gros, les Palestiniens, il faut se mettre un peu dans le contexte d'un Palestinien de l'intérieur en Israël au lendemain du 7 octobre. Tu ne peux pas afficher ta solidarité avec tes frères, tes sœurs, tes cousins, les autres Palestiniens qui habitent à Gaza, sinon répression, arrestation. Tu ne peux pas faire de dons. Tu ne peux pas à peine parler en arabe dans la rue. Ils leur ont offert un espace pour faire toutes ces choses-là. Ils ont fait des actions un peu coup de com', achemination d'aide humanitaire à Gaza. Donc, il faut se mettre à la place des populations palestiniennes de l'intérieur. C'est un espace pour eux pour faire quelque chose, agir. Je pense que ça s'arrête là en termes d'engagement politique parce que les militants juifs dans cette organisation, eux, ils sont en mode « je suis en cheminement pour me défaire de ce militarisme, de l'apartheid, etc. » Les Palestiniens, ils sont pas dans ces temporalités-là. Ils sont en mode « on crève ». Genre, j'ai pas d'école, j'ai pas de travail, je me fais arrêter, etc. Donc, quand tu construis une organisation en disant on est main dans la main, standing together, quand tu as des populations comme ça, il y a un concours de circonstances dans la période, je pense, qui leur a donné de l'élan, à voir où ça va aller, mais il y a des contradictions internes immenses. D'accord. Qui, je pense, ne suffiront pas. Ça s'est un peu vu. Ils ont fait une espèce de grosse conférence pour la paix avec 60 organisations. Ils ont fédéré un immense truc, etc. 2 jours de conférence, pas une conférence sur Gaza. Que des trucs en mode prière interreligieuse, danse pour la paix. Bref, vous voyez l'ambiance. Donc toujours ces angles morts qu'on décrivait, quoi. Très bien résumé par cette BD. Oui. Un soldat israélien qui dit « Yallah, dépêchez-vous, je suis en retard pour la manifestation pour la démocratie à Tel Aviv. » C'est bien. Ouais. Voilà, ça résume tout. Ah, il a d'être un excellent caricaturiste qui s'appelle Eli Valley, américain. Pour moi, voilà, ça c'est Standing Together. Et d'ailleurs, sur Standing Together, on va peut-être regarder un peu les vidéos qu'on a. Bon, le rhétorique sur la sécurité, etc., c'est un peu ambiance Ruffin qui parle d'immigration. Genre, tu pourras pas faire mieux que l'original. Donc en fait, c'est un cul-de-sac. Il a réussi à prendre une balle ce soir, ça me termine. Bien sûr, évidemment. C'est qu'en fait, quand tu te mets à avoir le jargon de ceux que tu combats, c'est que t'es faible, t'es fini. Bien sûr, évidemment. Et voilà, dans leur communication, on a besoin d'un parti juif arabe. Ça existe, le parti communiste. Dans le parti balade aussi, il y a des juifs. Donc en fait, ils invisibilisent entièrement ceux qui leur préexistent. Donc ça, c'est une stratégie dégueulasse. Voilà, ils dansent pendant le génocide, ils ont fait un danse. Voilà, après, c'était pendant leur conférence pour la paix. Ils ont fait des sessions un peu. Voilà. Donc en fait, vous voyez l'ambiance complètement déconnectée. On est sur du twerk booty thérapie. Très libéral, déconstruction, cheminement. Et ils ont sorti cette vidéo. Donc en fait, c'est pour vous montrer le degré de déconnexion. Un de leurs cadres qui parle de comment c'était dur pour lui de faire sa réserve à Gaza en tant que soldat. Et il dit ça chez lui, dans une maison palestinienne à Jérusalem. Wow. Vous dire le niveau. Je sais pas si c'est chez lui, mais en tout cas, l'inconscient. Là, ils y pensent même pas, tu vois. Ils voient pas. Je pense que quand ils se baladent sur le fameux parc à Tel Aviv, ils se disent pas putain, c'est craignos. Genre, je peux pas me balader ici et ne pas avoir le cafard. Non, ils habitent là-dedans, ils vont jamais questionner ces trucs-là. Donc je pense, voilà, si je dois conclure, cette organisation-là, je pense qu'elle va permettre, peut-être qu'ils vont apparaître de plus en plus dans nos espaces médiatiques, ils vont apparaître comme la solution, ils vont venir assouvir ce désir de réconciliation dont on a si besoin, si fort. Mais évidemment, c'est un autre cul-de-sac parce que ça ne pose pas la question de la colonisation. Ça vient taire les voix palestiniennes, une fois de plus. Et nous, lorsqu'on est face à ça, quand on est face aux manifestations telles qu'on l'a vu, on doit se dire, est-ce que je trouve ça stylé, je trouve ça bien parce que c'est des gens qui me ressemblent, parce que c'est des laïcs, parce que c'est des blancs, parce que c'est la gauche de quelque part, ou est-ce que parce que ça me permet de ne pas faire l'effort d'aller voir ce que disent les Palestiniens, en gros. Parce qu'ils existent quand même au sein de l'État israélien et des Palestiniens de l'intérieur qui existent, qui ont des organisations politiques, qui sont tuées, réprimées, etc. Sans parler des autres Palestiniens qui sont éparpillés à Gaza, en Cisjordanie, à l'extérieur. Donc voilà, la focalisation sur... On vient de passer une émission quand même là-dessus, tu vois. Donc est-ce qu'on focalise dessus ou pas ? Il faut dire, il y a une focalisation malsaine sur le côté colon du conflit. C'est un cul-de-sac, selon moi. Et la solution ne viendra pas de ces belles âmes qui donnent des entretiens dans des maisons vidées de leur population. On a encore focalisé dessus, mais moi je trouvais ça important quand même de faire cette émission parce que c'est des questions, nous on a déjà dans les streams traité de la question israélienne et tout, et c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dessus, dans ce que je peux voir, un peu à droite à gauche. C'est pas un angle qui est souvent abordé, donc...
Bah ouais, encore une fois, ça remet la focale ce côté colon, comme tu disais. Mais à la fois, je pense que il faut le faire. Ça fait partie du cheminement. Il faut répondre à ces questions-là. Et pour parler, entendre des voix palestiniennes et tout, bah, on leur donnera la parole avec plaisir sur d'autres lives. Mais on le fait le reste du temps. Voilà. Moi, c'est plus sur presque une colère, quoi, qu'on n'ait pas accès à toutes ces informations. Tout ce que tu nous ramènes, en fait, c'est pas normal qu'en 2026, après X années de colonisation et de génocide, on apprenne autant. Bah, merci pour les éclaircissements et puis bah là, j'ai remis ça parce que bah, voilà, je vous invite tous et toutes à aller suivre sur les réseaux. CEDEC, le collectif des camarades du coup juifs des coloniaux, on pourrait dire français aussi parce que c'est. Ouais. J'ai vu qu'il y a un collectif en Suisse aussi parce qu'on a des camarades en Suisse. Ouais. Du coup il y a comment tu dis? Marade, voilà. Mais voilà, en tout cas moi toujours la lutte. On n'arrête pas de parler de la Palestine, de Gaza, du Sud Liban. Ce que je veux dire surtout, c'est soutenez BDS, le boycott, des investissements, sanctions. Ça passe par des actions, ça passe par le boycott de produits, ça passe par le boycott de l'académie, du culturel, tout est expliqué. En France, ils font un super travail, la campagne BDS, d'information, de sensibilisation aussi. Donnez-leur de la force et évidemment aux autres organisations, Urgence Palestine en priorité, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui sont un peu qui prennent le plus de foudre, et c'est pas pour rien, parce que c'est une organisation qui est menée par des Palestiniens et des Palestiniennes. Dans la période, voilà, c'est précieux de leur donner de la force. Et voilà, Free Palestine, finir là-dessus.